Nous poursuivons ce matin nos travaux sur la maladie de Lyme avec une table ronde qui, cette fois, est consacrée à la stratégie thérapeutique. Je vous indique, mesdames, messieurs, que cette réunion fait l'objet d'une captation vidéo qui est retransmise en direct sur le site du Sénat et qui sera ensuite consultable à la demande. Le gouvernement a lancé fin 2016 donc un plan national de prévention et de lutte contre cette maladie, et la Haute Autorité de Santé a réuni un groupe de travail pluridisciplinaire avec l'objectif de réactualiser les lignes directrices du consensus de 2006. Je cherche le rapport. Publié en juin 2018, la recommandation de bonne pratique de la HAS propose un cadre de prise en charge diagnostique et thérapeutique rénové. Elle n'a cependant pas emporté le consensus de l'ensemble de la communauté médicale. Certaines questions, dont l'existence éventuelle d'une forme chronique et la durée pertinente des traitements antibiotiques, continuent de cristalliser les tensions. On s'est déjà aperçu la semaine dernière. Dans ce contexte, le bureau de notre commission, mesdames, messieurs, a souhaité approfondir le débat en conviant donc des spécialistes de ce problème de santé publique autour de 4 tables rondes. Après un cadrage épidémiologique et biologique de la maladie, notre deuxième réunion a porté sur les outils d'aide au diagnostic. La troisième se penchera sur la stratégie thérapeutique et la quatrième nous permettra de faire le point, j'espère, sur les enseignements tirés de ces rencontres avec les représentants des autorités sanitaires en présence d'un représentant de l'équivalent britannique de la HAS. En évoquant la semaine dernière les outils d'aide au diagnostic, nous avons eu un premier exposé des différentes positions en présence. Ainsi que je l'ai précisé au début de ces travaux, je voudrais à nouveau rappeler que notre objectif n'est pas de déterminer ce que doit être le diagnostic ou la prise en charge de telle ou telle maladie, pas plus d'ailleurs pour la maladie de Lyme que pour toute autre maladie. Notre objectif est avant tout de comprendre comment se construit le processus de prise en charge, comment se forge le consensus et comment il se diffuse auprès des médecins au bénéfice des patients. Sur la stratégie thérapeutique, donc, nous accueillons ce matin le professeur Christian Perronne. Merci d'être venu. Le docteur Raouf Gozzi, médecin interniste, président de la Fédération des maladies vectorielles à TIC. Le professeur Pierre Tadevin, président de la Société de pathologie infectieuse de langue française. Le docteur Anne-Priscille Trouvin, rhumatologue, représentant de la Société française d'études et de traitement de la douleur au sein du groupe de travail de la HAS, le professeur Olivier Lessens, chef de service de maladies infectieuses du CHU de Clermont-Ferrand, qui est accompagné donc du professeur Yves Hoffmann du CHRU de Strasbourg, et Madame Sarah Bonnet, qui est directrice de recherche au sein d'unité mixte de recherche de biologie moléculaire et immunologique parasitaire de l'INRA, coordinatrice du projet Vision. Mesdames, Messieurs, je vous laisse la parole pour un propos liminaire de 5 minutes, pas montrant main. Puis mes collègues, donc, accompagnés, d'abord Mme Vanneau, ensuite les autres collègues, vous adresseront leurs questions avec un impératif qui est de clore cette rencontre vers les 11 heures afin de laisser la place à la suite de notre ordre du jour qui est assez important en ce moment. Madame, Monsieur le professeur, je laisse la parole, on va faire comme ça. Oui, pas de problème. Je vous laisse la parole. Vous appuyez juste sur le bouton vert et c'est parti. Merci, Monsieur le Président. Avant d'aborder les problèmes plus techniques, je voulais juste dire que moi, dans ma vie de médecin de tous les jours, je vois des milliers de malades en grande souffrance, en errance, qui sont un petit peu rejetés par le corps médical, alors qu'on sait avec tous les médecins, notamment les médecins généralistes, et puis Raouf Gozzi à Lannemezan, où nous traitons les maladies de Lyme chroniques, on peut améliorer ou guérir 80% des patients. Donc là, il y a quelque chose qui tourne pas très rond. Et quand on dit que tout ça, c'est un effet placebo, etc., c'est totalement faux. On connaît des gens qui ont tout perdu pendant 10 ans, 15 ans en plus, leur famille, leur boulot, qui sont handicapés, certains en fauteuil roulant, et qui retrouvent la vie. D'ailleurs, la première chose qu'ils font, c'est d'abandonner les associations de malades et d'aller retourner au travail et de s'occuper de leur famille, donc ce qui est bon signe, ce qui montre que ce n'est pas du tout psychosomatique. Il y a un énorme problème. Moi, j'ai 2 ans d'attente à ma consultation, de gens désespérés. C'est pareil à Lannemezan.
Je remercie les centaines de médecins généralistes qui prennent en charge ces malades aujourd'hui et malheureusement qui continuent à être persécutés par la Caisse d'assurance maladie et le Conseil de l'ordre des médecins. Alors, je suis d'accord que dans tous ces médecins, quelquefois, il y a un petit pourcentage de charlatans qui profitent du système, mais la plupart, c'est vraiment des médecins très honnêtes qui aident les patients au quotidien. Alors pour ce qui est des recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est un réel progrès. Je ne comprends pas bien que les personnes qui ont participé à l'écriture du texte après se sont désolidarisées. Ça paraît très surprenant. Moi qui ai présidé des commissions au ministère pendant 15 ans sur les recommandations de bonnes pratiques basées sur les preuves, je n'ai pas bien compris. Et ce qui est un petit peu ennuyeux actuellement, c'est que c'était clairement écrit dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé que les centres de référence des maladies de Lyme, des maladies vectorielles à tiques, c'est écrit devront, c'est pas devrait peut-être, avoir des représentants des associations de malades et des médecins Lyme, c'est-à-dire tous ces médecins qui soignent le Lyme chronique au quotidien dans leur comité de pilotage. Or, dans le texte qu'on a reçu, parce que moi j'ai envoyé il y a quelques jours le dossier de candidature pour être centre de référence, envoyé par la Direction générale de l'organisation des soins, les malades n'apparaissent plus, les médecins Lyme n'apparaissent plus, et pour moi c'est une entrave à la démocratie sanitaire, parce que moi j'ai connu le sida il y a très longtemps, au début de ma carrière. Les malades ont été associés à l'Agence nationale de recherche sur le sida dès le début. Ils étaient dans le conseil scientifique. Moi, quand j'ai présenté des dossiers de recherche sur le sida, il n'était pas question que ce ne soit pas revu par des associations de malades. Et là, dans le Lyme, les malades n'existent plus, c'est des fous et on n'en parle pas. Et pour moi, c'est quelque chose de très choquant au niveau de la démocratie, du respect qu'on doit à ces malades qui sont en grande souffrance. Et malheureusement, dans les hôpitaux aujourd'hui, on l'a vu dans des publications récentes de collègues, seulement 10%, voire 20% des malades qui ont vraiment une maladie Lyme chronique ou ce qu'on appelle maintenant le SPPT, ce syndrome persistant polymorphe après possible piqûre de tique, sont reconnus comme tels et les autres ne sont pas reconnus, sont envoyés sur d'autres diagnostics un peu bizarres, ou en psychiatrie, et quand on les reconnaît, on leur donne 3 semaines de traitement, après on leur dit vous êtes guéris. Et moi, j'arrête pas d'avoir des mails tous les jours de gens qui disent j'ai vu tel médecin dans tel hôpital et on me dit que je suis guéri alors qu'il n'est pas guéri du tout. Et tout le monde se retrouve en psychiatrie, ce qui est pour moi très choquant pour ces malades qui ne sont pas du tout psychiatriques. Voilà, donc je reçois des mails de détresse tous les jours. J'ai reçu un mail, je peux vous en envoyer si vous voulez de façon anonymisée, mais encore il y a 2 jours, quelqu'un qui voulait se suicider après avoir consulté dans différents services en France. J'ai connu personnellement des gens qui sont suicidés, donc l'histoire du suicide dans le Lyme, je sais que ça existe. Alors, juste un petit résumé de la situation, je vais être très bref sur les publications. Quand on dit, parce qu'aujourd'hui on parle du traitement, il n'y a aucune donnée scientifique en faveur du traitement. Il y a quand même plusieurs études, dont une nous on avait publiée il y a quelques années, je crois que c'était une dizaine d'années, avec Jérôme Salomon, qui est maintenant directeur général de la santé, Juliette Clarissou, qui était chef de clinique dans le service, sur une centaine de malades. On avait quand même amélioré ou guéri 80% des malades qui étaient en situation de Lyme chronique. Alors, toutes ces études ouvertes, il y en a. Je vous donnerai les références après, si vous voulez, pour que vous puissiez vérifier, mais il y en a quand même plusieurs publiées. Alors, certains collègues me disent, oui, mais s'il n'y a pas de groupe témoin, un tirage au sort avec un placebo, ça n'a aucune valeur. Moi, je suis entièrement d'accord pour faire des études contre placebo. Ça fait des années que j'en réclame, je n'ai pas eu le financement. Mais ce qui est aussi surprenant, c'est qu'on voit qu'il y a d'autres maladies infectieuses dues à des bactéries, des infections bactériennes chroniques comme la fièvre Q chronique, comme la maladie de Whipple. Il n'y a jamais eu aucune étude scientifique contre placebo publiée. Et pourtant, dans les recommandations officielles qui sont validées par la Société de pathologie infectieuse et par les gens du monde entier, on accepte que les gens reçoivent 1 an et demi d'antibiotiques associés à d'autres anti-infectieux, voire des traitements quelquefois à vie maintenant quand les gens rechutent. Donc il y a 2 poids 2 mesures, parce que pourquoi la maladie de Lyme serait traitée différemment d'autres maladies infectieuses. Après, donc pour ce qui est des études dites randomisées dans le jargon médical, randomisé, ça vient de l'anglais random, le hasard, on tire au sort des patients volontaires pour voir s'ils ont
pour évaluer un traitement contre un placebo ou d'autres médicaments, souvent on entend dire mais il n'y a aucune étude randomisée qui montre que le traitement du Lyme est un peu prolongé sert à quelque chose. Et pourtant, il y a 2 études randomisées publiées qui montrent le bénéfice. Simplement, c'est validé sur des critères d'évaluation très précis. Et je peux vous donner les références aussi. Donc, c'est publié dans des revues scientifiques internationales. C'est vrai que ces traitements n'ont pas été très, très prolongés, qu'après, bon, les gens ont rechuté après. Voilà. Alors, on va nous faire valoir qu'il y a 2 études dites randomisées publiées dans les plus grands journaux médicaux, le New England Journal of Medicine, qui disent que ça ne sert à rien de traiter de façon un peu prolongée. Ces études ont des graves biais méthodologiques et je ne comprends même pas comment elles ont pu être publiées dans un des plus grands journaux médicaux. Mais on sait aussi que le New England Journal appartient à l'université de Boston qui aussi héberge la Société américaine de maladies infectieuses qui fait les recommandations sur Lyme. Donc, je ne peux pas rentrer en détail dans ces études, mais ce qui est très choquant, c'est que d'abord, ils ont mis la barre de l'évaluation à 3 mois après le début du traitement. Pour moi, 3 mois, c'est une très mauvaise date. Et ils n'ont pas tenu compte de tous les signes cliniques articulaires, cardiaques, neurologiques. Ils les décrivent au début, mais après, ils n'en parlent plus. Ils font juste un score de qualité de vie. Donc, dans l'étude, c'est une psychologue qui vient vous voir à 3 mois, qui dit « Bonjour monsieur, madame, comment ça va aujourd'hui ?» Alors la personne dit « ça va très bien » ou pas du tout. Puis voilà, on dit bon, c'est échec ou succès. Si je faisais ça sur mes malades, j'aurais les mêmes conclusions que le journal, le New England Journal, parce que c'est une très mauvaise méthode. Moi, à 3 mois, j'ai 20% de mes malades qui sont ravis, qui disent super docteur, je revis. Ils ne sont pas toujours complètement guéris, mais ils se sentent vraiment transformés. Il y en a 20% qui vont dire c'est la cata, je suis bien pire qu'avant le traitement, parce qu'il faut savoir que les traitements antibiotiques du Lyme, ça aggrave les malades, et l'aggravation peut durer des mois dans certains cas. Et puis les autres vont dire bof, bof, c'est pas terrible, votre traitement, ça marche pas très bien. Et en fait, si on les revoyait 1 mois ou 2 mois après, ils seraient améliorés ou guéris. Donc c'était une très mauvaise période choisie. Et donc ces études n'ont pas grande valeur. Et quand on me dit qu'il n'y a aucune étude randomisée qui montre quelque chose, j'ai dit qu'il n'y a aucune étude randomisée de qualité, de durée suffisante, c'est supérieur au moins à 4 mois. Et malheureusement, moi j'ai demandé ces études depuis des années, j'ai jamais eu le financement, donc il faudrait que ça change. Donc tout doit passer par la recherche clinique parce que je reconnais comme il n'y a pas eu d'études bien faites, les publications ne sont pas de très bonne valeur. Il y a des tas d'études qui montrent que tel médicament marche sur Borrelia au laboratoire, ou il y a des petites séries de patients. On a vraiment besoin d'avancer. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Haute Autorité de Santé, en disant aux médecins Lyme, quelquefois vous faites un peu n'importe quoi, vous utilisez des méthodes non validées, ce que je reconnais, ils ont dit maintenant on va faire des centres de référence pour que tout soit enregistré dans des bases de données et qu'on puisse évaluer ce que vous faites avec des traitements pas très orthodoxes, mais après on verra au bout de 6 mois, 1 an, le résultat des courses. Et c'est pour ça qu'à la Fédération, on avait signé le texte en disant c'est une bonne idée, on est ravis que les autorités évaluent ce qu'on fait au quotidien, même si ce n'est pas pour l'instant validé dans des études scientifiques, et nous on le demande vraiment de façon très ferme. Alors après, quand on nous dit que le Lyme, que tout est guéri au bout de 3 semaines, ça, je crois que les gens doivent lire les publications scientifiques, que la persistance des symptômes ou des signes après les traitements officiels actuels de 3-4 semaines, j'ai 6 références que je vous donnerai qui montrent que les signes cliniques persistent. Sur la persistance des Borrelia de façon microbiologique chez l'animal, y compris le singe qui est très proche de l'homme, j'ai 7 références. Et même chez l'homme, en phase tardive de la maladie, quand ils ont reçu des semaines ou voire des mois d'antibiotiques, j'ai 14 références pour montrer que la Borrelia est toujours vivante, c'est-à-dire qu'elle peut persister très longtemps. Même si sur le moment les malades sont améliorés, ils vont rechuter après. Donc il y a des preuves scientifiques. Et puis un petit mot pour le fameux SPPT, syndrome persistant polymorphe après piqûre de tique, qui a été redéfini par la HAS. Je dois rappeler que ce syndrome a été défini la première fois par le rapport du Haut Conseil de la Santé publique en 2014.
et qu'un membre éminent du groupe, d'ailleurs qui était sur les fonds baptismaux du SPPT, récemment a dit dans les médias que ce SPPT c'était un truc bizarre qui était créé par des médecins qui faisaient pas des choses sensées, que c'était un truc purement français. Il était pourtant co-signataire de la création de ce SPPT dans le rapport du Haut Conseil. C'était entériné par la Haute Autorité de Santé. On a dit dans les médias que c'était un truc purement franco-français. C'est très très proche de ce que les Américains appellent le PTLDS, Post-Treatment Lyme Disease Syndrome, avec des publications scientifiques que je peux vous donner qui montrent la définition clinique avec toutes les anomalies des examens complémentaires chez ces malades. Ce n'est pas quelque chose qui est purement français, qui est maintenant reconnu dans le monde. Et dans le rapport récent du ministère de la Santé américain sur ce post-treatment Lyme disease syndrome, ils disent que la persistance de la bactérie, malgré les traitements, est une des causes possibles parmi d'autres causes. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est officiel aux États-Unis. Voilà, donc les principales avancées du rapport de l'AHS qui n'a pas été reconnu par tout le monde, c'est qu'on reconnaît finalement que les tests sérologiques ne sont pas fiables à tous les coups, que le diagnostic de ce fameux SPPT doit être un diagnostic clinique, c'est-à-dire que le médecin doit éliminer un autre diagnostic et que c'est la réponse à un traitement antibiotique d'épreuve qui permet de faire le diagnostic. Il y a la possibilité de traiter plus longtemps en se mettant en relation avec un centre de référence qui sont en cours de création parce que les autorités nous ont dit, OK, comme je vous le disais, vous pouvez faire des choses qui ne sont pas reconnues aujourd'hui, mais on veut le valider. Et c'était l'esprit de ces centres de référence. Voilà, je vais peut-être en rester là pour l'instant, puis je répondrai aux questions. Merci. On continue le tour de table. Donc, merci, Monsieur le Président. Je vais peut-être faire beaucoup plus court que toi, Christian, puisque tu as quand même défriché beaucoup de choses. Alors, concrètement, il y a quand même une histoire historique en ce qui me concerne, parce que bien sûr, je suis interniste de formation, mais j'ai un parcours en infectieux, puisque j'ai fait 2 semestres en maladies infectieuses au CHU de Toulouse, et j'étais chef de clinique à Montpellier chez Jacques Rennes. Et ce qui m'avait interpellé quand j'étais justement à Toulouse, et c'est aussi ça qui m'a conduit à voir un peu différemment les choses avec la maladie de Lyme, c'est que j'avais ma chef de clinique qui avait pris en charge un patient qui avait une chirurgie positive, qui avait un tableau de ce qu'on appelle la radiculite, donc c'est assez typique, hein. Vous avez une atteinte de la racine nerveuse avec aucune autre explication, et puis un contexte clinique tout à fait compatible. La personne est traitée par antibiotiques pendant 3 semaines, il est totalement amélioré, sauf qu'au bout de 3-4 semaines, il rechute. Et là, donc, il revient voir ma chef de clinique, elle lui redonne un autre antibiotique, la doxycycline. Pareil, ça marche super bien, 100% d'amélioration, mais il revient une 3e fois au bout de quelques semaines. Et là, on lui dit, non, mais là c'est bon, vous avez eu le tarif, moi je ne peux plus rien faire pour vous. Ça m'avait fortement interpellé. Il s'avère qu'il y avait un autre élément qui m'avait interpellé, c'est qu'effectivement, quand j'étais chef de clinique à Montpellier, on disait qu'il n'y avait pas de présence de tiques sur le bassin méditerranéen, mais j'ai quand même vu des érythèmes migrants en consultation, voilà, que j'ai traité. J'ai revu des personnes qui avaient également le tableau un peu similaire de celui de Toulouse, que j'ai traité plus longtemps, avec vraiment une efficacité totale par le traitement prolongé. Et c'est tout ça qui m'a quand même fortement interpellé. Juste, donc j'en suis resté là, bien entendu, je ne suis pas allé plus loin, mais en arrivant sur l'hôpital de Lannemezan en 2011, qui a priori n'était pas une zone très concernée par la maladie de Lyme, finalement, des associations de patients, si je connais, c'est la seule maladie en fait, où j'ai pu voir ça, sont venus voir mon directeur en lui demandant, mais est-ce que vous êtes d'accord pour vous occuper des malades de Lyme? Bon, moi je lui dis bien sûr, s'ils sont malades, pas de problème. J'en ai quand même référé à mes pairs sur Toulouse, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, ouf, tu t'en occupes, tant qu'il n'y a pas de vague, aucun problème. Et c'est comme ça que ça a démarré, et c'est comme ça que j'ai constaté effectivement ce que toi-même tu as constaté, Christian, des personnes qui répondaient à des traitements un peu différents de ce qui était recommandé jusqu'à de façon officielle, avec pas toujours des résultats probants, ça c'est clair, ça ne marche pas toujours, mais globalement quand même des résultats très intéressants. Donc ça c'est la partie historique. Par contre, j'ai eu l'occasion aussi de participer au groupe de travail du Haut Conseil de la santé publique
et ensuite de la HAS. Mais en 2012, lors du travail du Haut Conseil, il y avait deux choses qui m'avaient quand même fortement surpris. C'est premièrement, au niveau des tests, on avait bien constaté justement avec l'ANSM que beaucoup de réactifs n'étaient pas aux normes. Donc entre-temps, il y a eu réactualisation. Ça, c'était déjà un fait. Et deuxième fait, c'est que pendant le déroulement de ce groupe de travail, Muriel Vecchiosa, que vous avez auditionné la semaine dernière, a fait une étude avec justement les médecins qui sont censés être sensibilisés à la maladie de Lyme. Et sur 70 patients qui avaient été testés à un instant T, ils avaient retrouvé à peu près 50 ou 55 patients positifs avec une Bartonelle en ADN, en PCR, et seulement 6 de ces patients avaient une culture positive pour la Bartonelle. Suite à ça, ces personnes ont eu un traitement. Elles ont été améliorées à la fois au niveau des symptômes cliniques, qui sont décrits sur l'étude qui a été publiée en 2016, sur une revue tout à fait correcte, Emerging Infectious Diseases, et ils ont donc aussi une disparition de la bactérie après traitement. Donc ça, c'était quand même intéressant, et c'est ça qui a permis justement de mettre le diagnostic, enfin, d'apporter un diagnostic de SPPT, qui potentiellement pouvait couvrir, certes, la Bartonelle, peut-être de la Borrelia qui n'était pas suffisamment traitée, mais également d'autres agents pathogènes, parce qu'on le sait très bien, hein, je pense qu'à l'INRA, Muriel Vecchiosa le dit régulièrement, il y avait une publication dans le journal Le Monde, c'était le 10 mars 2014 ou 2015, où en forêt de Sénart, elle avait constaté en termes de génome, 40% de génomes bactériens non connus, non répertoriés à l'époque, et autant pour des parasites et des virus. Donc c'est vrai que le SPPT a l'avantage d'être quelque chose de beaucoup plus large. J'ai encore que 2 points rapides à aborder. Pour aller dans ton sens, Christian, tu parlais du PTLDS, qu'on assimilait également au syndrome post-Lyme. Effectivement, on disait que ce syndrome correspondait donc à des personnes qui avaient été correctement traitées par un traitement conventionnel, qui n'avaient plus de symptômes cliniques, qui n'avaient pas de mise en évidence de bactéries de façon évidente, avec les limites des tests, on va dire directs, que l'on connaît, et de ce fait aussi que donc un retraitement n'était pas efficace. Ça, c'est ce qu'on appelle le PTLS ou syndrome post-Lyme. En fait, John Ocott, qui est quand même un éminent infectiologue de l'hôpital de Baltimore, Johns Hopkins, aux États-Unis, en début 2018, a fait une publication justement où, dans ce fameux syndrome, on a tous les symptômes, enfin on a beaucoup de symptômes qui se recoupent avec le fameux SPPT. Et donc c'est des choses qui se rejoignent très fortement. Et pour finir, il y a quand même quelque chose, moi, qui me choque fortement, c'est effectivement les suicides. J'ai encore vécu tout récemment le suicide d'un jeune de 20 ans. Ça faisait à peu près 4 ans ou 5 ans d'évolution de ces symptômes. Moi, j'ai commencé à le prendre en charge au mois d'août 2018, parce que malheureusement, à cause des délais de consultation, je n'ai pas pu le voir. Il a fallu à peu près 2 ans avant que je puisse le voir. Et finalement, 5 mois après une prise en charge où je commençais à avoir des évolutions plutôt favorables, la famille en est témoin, puisqu'elle m'a même remercié dans les suites de son décès, de façon officielle. Ce jeune homme, parce qu'il a été de nouveau hospitalisé, on l'a traité d'hystérique. Et là, il n'a pu supporter cette situation, et donc il a mis fin à ses jours à 20 ans. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est là pour essayer justement d'éviter. Alors effectivement, bien sûr, tout n'est pas Lyme. Ok, il n'y a pas de problème, hein, c'est clair. On parle beaucoup de microbiote intestinal, avec d'autres pathologies pouvant être déclenchées par ce microbiote intestinal. C'est beaucoup plus large, il n'y a pas de problème. Mais dans le cadre du Lyme et des maladies associées, maladies vectoriellatiques, il y a une vraie problématique. Et il est temps que la science s'empare, parce que là, je parlais de l'étude de Muriel Vecchiosa qui a été faite en collaboration avec le service de bactériologie de Marseille, M. Parola et M. Raoult, mais il n'y a pas eu de suite. Pourquoi? C'est très surprenant. Je sais qu'il y a aussi des études sur Borrelia miyamotoi là, qui sont en cours, avec beaucoup de publications qui montrent qu'il y a des tableaux de fibromyalgie compatibles avec justement Borrelia miyamotoi, détection de Borrelia miyamotoi. Mais le nombre d'études, c'est ce qu'on avait constaté avec M. Hansmann aussi, hein, et Christian Perron lors du travail de la Haute Autorité de Santé. Il y a très peu de publications en fait dans le cadre des maladies vectoriellatiques sur lesquelles on peut s'appuyer. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, je parle au nom de la Société de pathologie infectieuse de langue française, hein, et c'est à ce nom-là que je suis invité, puisqu'on avait eu l'occasion de coordonner les recommandations de 2006 et puis les recommandations actuelles.
Alors, je tiens d'abord à préciser que je parle aussi au nom de toutes les autres sociétés savantes qui sont engagées dans ces recommandations. C'est-à-dire que, comme vous savez, la maladie de Lyme, ça touche à peu près tous les organes, ou presque. Donc, on travaille pour ces recommandations comme on avait fait en 2006 avec la Société française de dermato, de rhumato, de neuro, la médecine interne, les collèges de médecine générale, la pédiatrie, etc. Donc, on a 25 sociétés savantes qui sont les sociétés savantes des grandes disciplines concernées par la maladie de Lyme en France. Donc, il y avait ces recommandations de 2006 qui ont été beaucoup utilisées, qui ont servi notamment à faire l'enseignement et puis à donner des points de repère aux médecins qui sont confrontés à ces difficiles parcours, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de patients qui souffrent. Hein, ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on va nier. Et entre 2006 et la situation actuelle, la prise en charge de ces patients est devenue encore plus compliquée à cause de tout un bruit que vous connaissez, hein, que vous avez déjà sans doute un peu goûté lors de la précédente séance, avec des gens qui s'affrontent, et ce qui a bénéficié absolument pas aux patients, c'est sûr, puisqu'ils sont tiraillés entre ce qu'ils voient sur Internet, ce qu'ils entendent à la télé, ce qu'ils lisent dans les journaux, et puis ce que leur médecin va leur dire. Donc on a tous mis en place dans ce contexte de polémique, dans nos différents hôpitaux, dans les CHG comme dans les CHU, des moyens de mieux accueillir ces patients qui viennent pour des suspicions de maladie de Lyme ou pour des maladies de Lyme, avec notamment, par exemple, je peux vous donner notre exemple particulier qui est en place depuis 7 ou 8 ans maintenant, qui est que quand la secrétaire reçoit une demande ou un coup de fil pour une demande de consultation pour suspicion de maladie de Lyme, elle sait qu'il faut prévoir un double créneau, parce que c'est souvent des histoires assez longues, qu'il ne faut pas le mettre sur les plages des plus jeunes, parce que ça demande des médecins plutôt avec de l'expérience pour pouvoir digérer ces dossiers qui sont assez compliqués et rassurer les patients et puis proposer quelque chose de rationnel. Et ce type d'expérience qui a été effectué dans à peu près en tout cas la plupart des grands hôpitaux, c'est un peu ce qui va amener d'ailleurs au centre de référence, hein, c'est l'idée d'avoir un dispositif dédié pour prendre en charge ces patients en difficulté, multidisciplinaire, en s'aidant des collègues des autres spécialités dont j'ai parlé un petit peu, des neurologues, des dermatos, du centre de la douleur, etc. Et au fil des années, on a pu acquérir un peu d'expérience, et c'est les études dont parlait le professeur Perron, c'est qu'effectivement, en France, il y a eu 3 études un peu simultanées qui sont sorties récemment, qui montrent que ces patients accueillis pour des suspicions de maladie de Lyme, on peut vraiment leur rendre service, mais qu'il faut faire le tri, c'est-à-dire qu'il faut bien les écouter, il faut bien les examiner, il faut bien analyser tous les examens déjà faits, les traitements déjà reçus, et essayer de savoir quel est le diagnostic le plus probable chez eux et ce qu'on peut leur proposer de mieux en termes de traitement. Donc c'est ça qui nous avait motivés, qui avait motivé toutes les sociétés savantes à s'asseoir autour de la table et à travailler à l'occasion du PNDS, donc sous la direction de la HAS. Et effectivement, comme vous savez tous, hein, ça a mal abouti. Alors historiquement, ce qui s'est passé, c'est que lorsque le calendrier est arrivé à bout et que le texte final a été proposé aux différents membres du groupe de travail, toutes les sociétés savantes, absolument toutes, hein, c'est pas juste les infectiologues, et c'est pas très évident quand on voit le document, mais ont toutes considéré que ça répondait pas aux besoins, notamment aux besoins des patients et aux besoins des médecins, c'est-à-dire ça manquait de repères, c'était un petit peu compliqué à suivre. L'argumentaire fait 400 pages. Donc, ce n'est pas toujours un bon signe quand on est obligé de prendre 400 pages pour expliquer ce qu'on recommande. Et vous pouvez lire, si vous regardez, hein, c'est disponible sur Internet. À la page 396, on voit enfin que les membres du groupe de travail n'étaient pas d'accord avec les recommandations. C'est-à-dire, c'est un peu comme dans les assurances. Il y a des petites astérisques et on voit que toutes les sociétés savantes ne se reconnaissent pas dans ces recommandations. Donc, on a eu quelques mois difficiles. Et puis, finalement, en septembre, le directeur général de la santé, donc Jérôme Salomon, dont on parlait tout à l'heure, nous a fait une lettre de mission où il nous explique qu'il ne veut pas laisser les patients et les professionnels de santé sans repère. Et donc, il nous demande de coordonner. Alors, ce coup-ci, il nous a confié à nous, la SPILF, ce rôle-là, de refaire des recommandations, finalement. Donc, la lettre, j'ai le document à disposition, donc je pourrais vous remettre. Et donc, les recommandations qui ont découlé de ces travaux, mais qui nous demandent de refaire des recommandations qui tiennent compte évidemment des patients, qui tiennent compte des besoins des médecins. Et donc on a fait cette réunion, on a fait ces travaux avec les 25 sociétés savantes concernées, sont celles dont je parlais tout à l'heure. On a impliqué les patients, mais on n'a pas pu faire avec les associations de patients. Mais ça a été pareil dans les pays voisins quand ils ont fait leurs recommandations, c'est que c'est difficile de travailler avec les associations sur cette thématique-là. Donc on a des patients qui ont tenu à rester anonymes, mais les Anglais, par exemple, ont fait pareil. Vous pourrez leur demander comment ils ont fait pour leur recours.
mais de façon à ce qu'on ait quand même l'avis des patients sur ce qu'on avait écrit, mais sans qu'ils soient exposés à recevoir des cartes postales d'insultes à leur domicile, comme plusieurs d'entre nous ont déjà reçu de la part des associations. Et donc on a avancé comme ça. Ça s'est bien passé, on a réussi, on a eu beaucoup d'échanges, une réunion plénière où on a pu confronter les propositions de recommandations, et donc les recommandations sont maintenant terminées. On a pu les soumettre pour publication et ce sera disponible d'ici peu, mais j'ai ça que vous pourrez regarder si vous voulez. On a essayé de retravailler avec la HAS là-dessus parce que finalement on avait senti, quand c'était pour moi qui était président à l'époque au mois de juin, c'était ma prédécesseur, le professeur Roblot, ils s'étaient rendus à la HAS en disant le texte pour nous n'est pas encore tout à fait mûr, nous vous demandons de nous laisser un petit peu de temps pour qu'on puisse l'améliorer. Et à l'époque, la HAS avait dit non, le temps presse, on s'est engagé à le faire maintenant, donc on va le sortir sans votre accord. Et c'est ça qui s'est passé. Mais comme entre-temps, on avait progressé, on a essayé de raccorder la HAS à ses recommandations, et finalement, pour des raisons de méthodologie, et puis probablement que la HAS préférait rester sur ses recommandations seront donc pas reconnues par la HAS, ce qui est un vrai problème, parce que vis-à-vis des patients, ça va sans doute être difficile à suivre, ça ne va pas améliorer la polémique. Mais par contre, vis-à-vis des sociétés savantes, on a des textes assez clairs, puisque c'est la partie thérapeutique qui est l'ordre du jour de la table aujourd'hui. Donc pour chaque présentation clinique, en fonction des sérologies, etc., on a des recommandations de traitement. Et de manière intéressante, c'est exactement les mêmes, ou à quelques différences près, que celles qui sont proposées en Allemagne, en Angleterre, en Suisse, en Belgique, pour parler de la maladie de Lyme européenne qui est un peu différente des américaines. Et on s'est aussi mis en contact avec les Américains qui sont en train de sortir leurs recommandations aussi, la Société américaine de maladies infectieuses, et qui aboutit à peu près aux mêmes conclusions. Donc on assume le fait que c'est dommage de ne pas avoir la Haute Autorité de Santé à nos côtés pour ces recommandations, mais on a les données, on a la science, et puis on a les études cliniques qui montrent quel traitement bénéficie aux patients, et on s'est appuyé là-dessus, et c'est pour ça qu'on aboutit aux mêmes recommandations que les autres. Alors pour finir quand même sur une note un peu positive, c'est que je pense qu'on a connu des moments difficiles aussi. Par exemple, on parlait tout à l'heure du sida. Les premières années du sida avec les associations de patients, c'était compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu le film 120 battements par minute, par exemple. Il y a des moments où il y a eu beaucoup de frottements. Et puis avec le temps, une fois qu'on a mieux trouvé les traitements, que les patients étaient mieux traités, les associations de patients et les sociétés savantes se sont réconciliées et maintenant travaillent très bien ensemble. Donc ça, c'est une première note positive. La deuxième note positive, c'est qu'on a connu à peu près au même moment des grosses difficultés vis-à-vis des vaccins. Vous connaissez ça, l'hésitation vaccinale qui était presque une épidémie en France. On a été le pays qui doutait le plus des vaccins. Et qu'une fois que les politiques se sont emparés de ça, notamment que la ministre de la Santé l'année dernière a affiché une position claire et ferme, on a vu dès l'année dernière la couverture vaccinale des enfants s'améliorer. Donc on a l'impression le fait que des politiques s'intéressent au sujet, ça peut nous faire progresser beaucoup. Et puis le dernier point, c'est qu'effectivement la recherche, et là je rejoins ce qui vient d'être dit, il faut qu'on progresse en recherche. Les centres de référence qui vont être créés vont nous permettre de beaucoup mieux organiser le suivi des patients et l'évaluation des traitements. Il y a des fonds qui vont probablement être débloqués, même si ça met un petit peu de temps, pour favoriser aussi la recherche plus fondamentale, notamment avec les gens de l'INRA. Donc on va certainement faire des progrès. Je pense qu'on est à un moment difficile, mais que ça devrait aller mieux. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, sénatrices et sénateurs, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Donc, je suis pour ma part chercheur à l'INRA, parasitologue et entomologiste médical et vétérinaire. Donc, bien évidemment, à ce titre, moi, je ne vous parlerai que du vecteur, à savoir la tique. Donc, tout d'abord, si vous me le permettez, j'aimerais bien commencer rapidement par quelques notions qui me semblent importantes à mentionner, à garder à l'esprit au sujet des tiques vectrices d'agents pathogènes, notamment dans le contexte de la maladie de Lyme. Et tout d'abord, comme vous l'avez sans doute entendu, les tiques sont capables de transmettre énormément d'agents pathogènes différents, ce qui va inclure des virus, des bactéries et des parasites. Mais il faut néanmoins garder à l'esprit que ce ne sont pas des seringues, ce sont réellement des vecteurs et qu'elles ne sont pas capables de transmettre tout et n'importe quoi. Et a fortiori, toutes les espèces de tiques, et il y en a beaucoup qui existent, ne sont pas capables de transmettre la bactérie responsable de la maladie de Lyme.
Et donc en France, vous l'avez sans doute entendu, les espèces de tiques qui sont responsables de cette transmission appartiennent à des tiques qu'on appelle le genre Ixodes et principalement Ixodes ricinus. Ensuite, et fort heureusement pour nous, il faut aussi garder à l'esprit que toutes les tiques ne sont pas infectées par un agent pathogène. Et en ce qui concerne, par exemple, la bactérie responsable de la maladie de Lyme, suivant les régions, différentes études montrent qu'en France, on observe des prévalences d'infection chez Ixodes ricinus lorsque la tique est présente, qui varient entre 0 et 20% des tiques infectées par cette bactérie. Un autre point important aussi à mon sens, c'est le fait qu'une tique infectée ne va pas forcément transmettre l'agent pathogène qu'elle contient. Et quand c'est le cas, quand il y a une transmission, il existe un délai dans cette transmission, notamment pour les bactéries et pour les parasites. C'est différent pour les virus qui, eux, sont transmis immédiatement, d'où évidemment les recommandations d'enlever immédiatement une tique lorsqu'elle est fixée. Enfin, et fort heureusement pour nous aussi, il faut garder à l'esprit que nous avons un système immunitaire qui, fort heureusement, donc, est efficace dans la plupart des cas. Et une tique infectée qui transmet un agent pathogène, ça ne va pas forcément générer une maladie chez un individu ou chez un animal. Si on prend la maladie de Lyme, il y a par exemple une étude récente qui a été réalisée aux Pays-Bas et qui a montré que lorsque vous êtes piqué par une tique qui est infectée par l'agent de la maladie de Lyme, qui va réaliser la totalité de son repas sanguin, donc qui ne sera pas enlevé avant la fin de ce repas sanguin, vous avez 14% de chances de développer une maladie. Néanmoins, il est bien sûr extrêmement important de rappeler et de garder à l'esprit qu'en Europe, et donc en France, les tiques représentent le premier vecteur d'agents pathogènes, à la fois pour la santé humaine et pour la santé animale. Et ceci parce que les tiques sont effectivement d'excellents vecteurs pour un certain nombre de raisons qui sont inhérentes à leur biologie. Tout d'abord, le fait qu'elles prennent des repas sanguins qui sont extrêmement longs. Pour certaines espèces, cela dure plusieurs jours, parfois plus d'une dizaine de jours. Que ces repas de sang sont extrêmement volumineux. Donc, bien sûr, ça augmente la probabilité d'acquérir et de transmettre un agent pathogène. Le fait aussi que pour la majorité des espèces, elles sont capables de piquer et de se nourrir sur énormément d'espèces animales différentes qui incluent l'homme, dont bien sûr ça favorise une circulation merveilleuse d'agents pathogènes, notamment entre les hommes et les animaux. Et c'est pour ça qu'on va parler de maladies qui sont essentiellement zoonotiques, c'est-à-dire qui sont partagées entre les hommes et les animaux. Par ailleurs, comme vous le savez bien, les tiques ne volent pas, donc d'elles-mêmes, elles ne se dispersent pas beaucoup, mais en revanche, elles sont capables de parcourir de très très grandes distances par le biais de leurs hôtes, qu'il s'agisse de grands mammifères ou alors d'oiseaux. Et c'est probablement par ce biais-là qu'une tique qui nous inquiète assez en ce moment est arrivée dans le sud de la France. C'est une espèce qui s'appelle Yaloma marginatum, qui était présente en Corse depuis un certain nombre d'années, mais qui vient d'arriver maintenant, on en est certain, dans le sud de la France, et qui est responsable de la transmission d'un virus hémorragique qu'on appelle le virus de Crimée-Congo, qui, depuis 2016, a été responsable de 3 cas, dont un mortel, en Espagne, donc juste à côté de nous. Donc, en ce qui concerne maintenant les travaux de recherche que nous menons dans notre laboratoire situé à Maisons-Alfort, qui est un laboratoire à la fois INRA, ANSES et École nationale vétérinaire d'Alfort, nous travaillons entre autres sur l'étude de l'épidémiologie des tiques et des agents pathogènes qu'elles transmettent, en réalisant notamment des études de terrain qui nous permettent, par des techniques que nous avons développées ou alors des techniques plus classiques, d'évaluer d'une part les densités de tiques au cours du temps, suivant les régions, d'évaluer les agents pathogènes qu'elles véhiculent et dans quelle proportion. Et donc, à titre d'exemple, nous avons publié une étude d'un suivi de 8 ans sur la forêt de Sénart dans le sud de Paris, où nous avons évalué la densité des tiques au cours de toutes ces années et des agents pathogènes qu'elles portaient. Et cette étude nous a permis de montrer, d'une part, qu'il n'y avait pas d'évolution en termes de densité de tiques au cours des années qui ont été étudiées, et d'autre part, que les variations météorologiques n'étaient pas le facteur principal pour influencer ces densités de tiques, ce qui validait l'hypothèse que le facteur prépondérant qui influence les populations de tiques est la présence des hôtes sur lesquels elles se nourrissent. Nous développons par ailleurs, et j'insisterai un petit peu plus sur ce point puisqu'il s'agit de l'objet de cette table ronde, sur les travaux que nous développons, donc des travaux qui sont à la fois fondamentaux et appliqués, et qui visent à développer de nouvelles méthodes de lutte contre les tiques. Et donc ici, l'intérêt de cibler le vecteur et non pas les agents pathogènes indépendamment permettrait de lutter contre l'ensemble des agents pathogènes qui peuvent être transmis par une même espèce de tique.
Donc, dans ce cadre, notre laboratoire s'attelle à étudier, par exemple, le microbiome des tiques, qui pourrait être ciblé à la fois pour agir sur la viabilité des tiques et sur leur capacité à transmettre des agents pathogènes. Et nous travaillons aussi également à identifier des molécules de tiques qui sont indispensables à l'engorgement ou alors à la transmission des agents pathogènes et qui pourraient donc être ciblées pour bloquer l'un ou l'autre, voire les deux de ces mécanismes, soit par des stratégies vaccinales, soit par la mise en place de nouveaux acaricides qui soient beaucoup plus acceptables vis-à-vis de l'environnement que ce qu'on a à notre disposition à l'heure actuelle. Donc ainsi, un projet nommé Vision, que je coordonne, est en cours pour évaluer l'efficacité vaccinale de 4 molécules de tiques vis-à-vis du gorgement des tiques et de la transmission d'agents pathogènes qui sont en l'occurrence bactériens. Et nous devrions avoir les résultats de cette étude normalement l'année prochaine. De même, et pour finir, avec des collègues de l'INRA, du CIRAD et du CNRS, nous avons cette année une nouvelle fois soumis un projet en réponse à l'appel d'offres de l'ANR qui s'appelle Ticomic et qui vise lui aussi à identifier de telles molécules qui sont impliquées dans le gorgement des tiques et dans la transmission des agents pathogènes. Et de plus, ce projet devrait permettre aussi de mettre en évidence des molécules qui permettraient d'évaluer l'exposition des populations aux tiques et aussi d'évaluer si une personne a ou non un antécédent de piqûre de tiques face à des pathologies que l'on cherche à identifier. Donc, merci pour votre attention et je suis moi aussi disponible pour vos questions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais quant à moi insister finalement sur 2 points. Le premier point serait d'essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que nous sommes ici en train d'essayer de parler de la maladie de Lyme, en quoi est-ce qu'on est au Sénat, pourquoi est-ce qu'on est au Sénat finalement pour discuter d'un problème médical. Et le deuxième point, c'est le besoin de transparence. Donc le premier point, pourquoi est-ce qu'on est ici? Monsieur le Président, vous avez bien mentionné que nous n'étions pas là pour trancher sur une polémique ou sur des accords médicaux. Et en fait, on est là parce que finalement, il s'agit d'un problème de société, à mon sens. Il faut bien comprendre qu'il est normal d'avoir des désaccords et qu'on peut même dire que c'est grâce à ça que la médecine progresse. On émet des hypothèses, on discute, et puis après on fait des études qui vont confirmer ces hypothèses, si possible des études randomisées. Ce qu'on appelle la médecine basée sur la preuve. Alors cette médecine, elle s'inscrit dans le temps long, c'est-à-dire que bien sûr pour faire une étude, ça prend beaucoup de temps, c'est de plus en plus difficile pour tout un tas de raisons, et il faut souvent plusieurs études pour arriver à une conclusion. Donc effectivement, ça prend du temps. Cela dit, la médecine basée sur la preuve reste encore le meilleur moyen pour arriver à des conclusions non erronées. Alors ce qui se passe avec la maladie de Lyme, c'est qu'on a l'impression que finalement des hypothèses sont présentées comme des faits avérés sans qu'il y ait d'études qui les aient démontrés. Et c'est ça qui pose problème. Finalement, la preuve, elle est faite par le témoignage. Le témoignage de médecins qui vont relater leurs expériences, notamment dans les médias. Et ça nous rapporte, ça nous ramène quand même à une ancienne médecine où finalement, le seul fait de dire « j'ai expérimenté ça », ça prouve que ça marche. Donc ça nous ramène quand même assez loin. Et puis également, le témoignage des patients dans les médias. Et je souligne également que ces témoignages sont souvent le fait de patients qui sont le plus souvent issus d'organisations militantes. Si on analyse un tout petit peu les discours qui nous sont proposés dans les médias, parce que finalement on n'a que ça à se mettre sous la dent, on peut y trouver des éléments un petit peu complotistes. C'est par exemple le titre du Nouvel Observateur, « Cette maladie qu'on vous cache ». Franchement, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on va cacher quoi que ce soit sur la maladie de Lyme. On va trouver des éléments que je qualifierais d'anti-establishment, contre la médecine, un peu de l'anti-science, contre les sociétés savantes. Je crois qu'il y a quand même des attaques très sévères contre les sociétés savantes, et en particulier celles de maladies infectieuses. Et puis, encore une fois, des hypothèses qui sont avancées comme des faits prouvés, qu'on pourrait qualifier un peu de fake news. Et ça, quelque part, c'est l'avènement d'une médecine, je m'excuse du terme, mais je vais l'assumer, d'une médecine un peu populiste. Et c'est en ce sens qu'il s'agit d'un problème de société, c'est pour ça que nous sommes ici.
Et je dois dire que cette façon de faire nous a laissé, nous, un médecin qui avons notre activité de tous les jours, franchement démunis. Comment répondre à ces attaques médiatiques, parce que nous, on n'a pas le temps d'aller dans les médias pour aller porter la bonne parole. Et donc ça, je pense que c'est le cœur du débat. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est l'importance de clarifier notamment ce de quoi on parle, et puis la transparence. Alors, clarifier de quoi on parle, c'est-à-dire qu'au départ, on nous a parlé de maladie de Lyme, puis on nous a parlé de co-infection d'autres bactéries transmises par les tiques. Et puis après, on nous a parlé de crypto-infections qui sont censées donner ce qu'on a appelé finalement le syndrome polymorphe post-possible piqûre de tique, c'est quand même tout un programme, mais aussi d'autres pathologies, parce que notamment dans des programmes de formation médicale continue, on nous dit que la maladie de Lyme est à l'origine de la sclérose latérale amyotrophique, est à l'origine de l'autisme, enfin tout un tas d'affirmations qui sont quand même, à mon sens, assez graves. Donc moi, ce que je voudrais, et je pense que mes collègues seront d'accord, c'est la transparence sur les examens qui sont réalisés pour explorer ces crypto-infections, parce qu'il y a énormément d'examens réalisés, et notamment, par exemple, dans des cliniques vétérinaires, ce qui me paraît quand même assez scandaleux. On voudrait également la transparence sur la manière dont ces examens sont interprétés. Moi, personnellement, je n'ai pas encore compris comment certains médecins interprétaient des résultats négatifs comme positifs. Voilà. Et surtout, je voudrais qu'il y ait la transparence sur les protocoles thérapeutiques qui sont appliqués, qui utilisent manifestement de très nombreuses molécules, soit anti-infectieuses ou pas anti-infectieuses. Quand je parle de très nombreuses molécules, c'est plusieurs dizaines, et sur des durées extrêmement longues, parfois plusieurs mois ou plusieurs années, et parfois en mettant en jeu la vie des patients. Et encore une fois, ça j'insiste là-dessus, parce qu'on voit des traitements par voie veineuse, utilisant des antibiotiques dernière génération qui ne sont absolument pas validés pour ce genre de pathologie. Et on a signalé récemment dans un article d'Emerging Infectious Disease des cas où il y a eu des décès suite à des traitements de maladie de Lyme par voie veineuse, avec notamment des complications sur ces voies veineuses. Donc ce que je voudrais, c'est que finalement, nous qui, en tout cas, la science qui a quand même produit, je trouve, un certain nombre d'études valables, en toute transparence, et j'aimerais bien qu'en fait ceux qui ont une opinion différente, et je la respecte, et peut-être que d'ailleurs on aurait des choses en commun ou à partager ou à échanger, mais ça je respecte, mais ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une transparence sur les protocoles qui sont réalisés, et que je pense que ce n'est pas très compliqué d'aller publier une série, et qu'on lève par exemple cette ambiguïté qui nous dit qu'il y a 80% de patients guéris. Et lorsqu'on regarde un petit peu les témoignages des patients, ils rechutent sans arrêt, et puis finalement, ils demandent une affection longue durée parce qu'ils ne sont jamais guéris. Ou alors, finalement, ils se suicident. Ce qui ne me paraît pas non plus être une preuve thérapeutique extrêmement satisfaisante. Alors, pour terminer sur une note positive, je pense également que les centres de référence peuvent apporter cette transparence que l'on réclame, en faisant des registres et en permettant de faire une recherche scientifique sur ces cas à la fois de maladie de Lyme, mais aussi de cas qui relèvent probablement plus de la médecine interne. Je vous remercie. Merci bien. Monsieur Haussmann, le respect que j'ai pour votre profession et le fait que vous soyez déplacé jusqu'ici m'oblige à vous laisser quelques minutes la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie l'ensemble des personnes ici présentes de me donner la parole. Je vais essayer d'être très rapide parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Et je vais simplement proposer des éléments complémentaires, en particulier peut-être par rapport à un certain nombre d'éléments qui vous ont été apportés déjà ce matin sur ce qu'on appelle les publications scientifiques. Je m'inscris un petit peu en faux par rapport à ce qui a été dit par mes collègues sur l'existence de publications scientifiques. Alors je crois qu'effectivement, pour reprendre un petit peu ce qu'a évoqué Monsieur Le Sens, je ne suis pas sûr qu'on soit face à un débat scientifique. Je pense que c'est une polémique qui est plus sociétale, puisque dans un débat scientifique, on va opposer des idées, et ces idées sont issues de ce qui est publié dans les littératures scientifiques. Et ce qui nous paraît important à travers ce terme de scientifique, c'est de préciser, vous n'êtes peut-être pas tous très à l'aise avec cette thématique-là, une publication scientifique, c'est un travail.
qui repose avant tout sur ce qu'on appelle une méthodologie. La méthode scientifique est le garant du sérieux, de la rigueur et des résultats de la publication et de l'interprétation qu'on peut en faire. Or, les publications scientifiques, alors on a plusieurs fois évoqué les recommandations de l'HAS, sur le travail, l'argumentaire reprend plus de 500 publications scientifiques. Donc là encore, dire qu'il n'y a pas de publication sur la maladie de Lyme, c'est un peu bizarre, puisqu'il y a plus de 500 publications qui ont été réalisées. Ces 500 ont permis d'établir effectivement des recommandations de l'HAS que nous soutenons en grande partie, sauf effectivement sur le SPPT. Et si vous regardez dans les recommandations de l'HAS, il n'y a aucune référence sur le SPPT. Donc dire que c'est quelque chose qui est publié, qui est scientifiquement reconnu, est à mon avis un non-sens. Voilà, donc je voulais préciser ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Ensuite, deuxième point, c'est par rapport aux patients. Nous voyons tous des patients atteints de maladie de Lyme, nous avons tous une expérience importante, et dans notre expérience, on reconnaît beaucoup de personnes qui sont atteintes de la maladie de Lyme, qui vont évoluer tout à fait correctement avec le traitement, y compris à distance. Donc on n'est pas d'accord avec toutes les conclusions. Il y a certes des patients qui sont en souffrance, on le sait, mais ces patients-là, la plupart du temps, on ne retient pas le diagnostic de maladie de Lyme, tout simplement parce que les tests qui sont réalisés ne permettent pas de confirmer ce diagnostic. Et je pense qu'il n'a aucun intérêt à faire croire à un patient qu'il a une maladie de Lyme, alors que le diagnostic est différent. Donc nous, on essaye de suivre une démarche médicale, qui est la démarche de la médecine moderne, qui est appliquée dans toutes sortes de domaines, de thématiques, de spécialités, qui consiste à essayer d'établir un diagnostic le plus précis possible, et si on n'y arrive pas, à proposer une prise en charge qui soit la plus adaptée possible. Je pense que ce qui est important, je finirai par ça, c'est difficile peut-être pour des gens de comprendre un petit peu les débats. Moi, j'aurais tendance à inciter les gens qui veulent s'intéresser à ce débat-là, non pas d'écouter un petit peu ce que disent les uns et les autres, mais d'essayer d'aller à la source de l'information, c'est-à-dire aux publications scientifiques. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais d'essayer vraiment de voir avec précision quels sont les arguments, les messages que nous apportent les publications scientifiques. C'est là-dessus qu'on se base, et c'est ça qui fait le fondement de notre positionnement aujourd'hui. Merci à vous. Bien, merci Madame, Messieurs. Nous voilà donc au cœur du sujet. Je vais passer la parole à Madame Doineau qui va vous poser quelques questions, et vous pourrez évidemment, dans les réponses que vous ferez, réagir aux propos qui ont été tenus. Madame Doineau. Oui, tout d'abord, je vais vous remercier de votre... D'abord, pardon. Oui. Juste une chose, je passe la parole là en premier à Anne Doineau, qui rapportera l'ensemble des auditions que nous aurons pu faire sur le sujet, puisqu'elle est à l'origine, avec d'autres collègues, de la mise en place de ces tables rondes. Oui, ça me permet de vous remercier, Président, d'avoir exceptionnellement accepté justement l'organisation de ces tables rondes sur un sujet de société, un sujet de santé publique, un sujet qui nous interpelle parce que souvent, des patients, des malades, des associations aussi nous interpellent et nous sommes démunis. En tout cas, moi qui ne suis pas médecin, je suis démunie pour y répondre. Et on sent que le contexte polémique est sans doute aussi sujet à interprétation et à divagation, on va dire, sur le sujet. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été très, très sincère et très franc dans votre expression et de montrer que pour les uns et les autres, c'est aussi un contexte difficile à vivre. Nous sommes tous évidemment très sensibles à la difficulté que traversent certains malades. Et c'est pour cette raison que si nous pouvions, à notre niveau, notre modeste niveau, favoriser en tout cas cette relation entre les sociétés savantes, les professeurs, tous ceux qui aujourd'hui s'intéressent à cette maladie, si nous pouvions participer à ce que les choses évoluent en termes de compréhension, tout simplement, eh bien, nous serions très satisfaits en tout cas de cette mise en œuvre. Je voudrais revenir sur en fait la thérapie qui aujourd'hui peut en tout cas être utilisée dans certains cas. Il y a une association américaine, alors je ne sais pas si je vais bien la prononcer, qui s'appelle ILADS ou ILADS si on veut la prononcer en français, qui plaide pour la reconnaissance d'une forme chronique de Lyme et soutient qu'il est scientifiquement démontré que la Borrelia peut rester dans des tissus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, même après un traitement antibiotique, ou qu'elle peut développer des biofilms qui la rendraient résistante aux antibiotiques. Quel est votre avis sur cette affirmation ? Vous avez un petit peu dit ce que vous en pensiez, mais par rapport aux travaux justement américains, ce que vous avez
quelques précisions à nous apporter. Pourriez-vous aussi rappeler les risques que comporte un traitement antibiotique prolongé? Parce qu'on en a parlé la semaine dernière avec un certain nombre de personnes qui sont intervenues dans la deuxième table ronde. Mais est-ce que vous, de votre côté, vous pourriez nous préciser quels sont les risques, tant pour le patient qu'en termes de santé publique? Risque-t-on l'antibiorésistance face à Lyme, en fait? Un troisième point, pensez-vous que des traitements antibiotiques de long terme, par exemple séquentiels, sur des périodes de plusieurs mois, éventuellement en variant les molécules, mais c'est ce que vous avez dit, docteur Gauzy, d'ailleurs, ce que vous aviez élaboré pour certains patients, présentent un intérêt pour le traitement de la maladie de Lyme, même en l'absence de sérologie positive? Et puis un dernier point, pourriez-vous nous parler de solutions thérapeutiques, alors antibiotiques ou pas, là du coup, qui ne sont pas référencées dans la recommandation de la Haute Autorité de Santé, mais qui sont expérimentées par certains médecins qui se spécialisent dans Lyme. Et merci de nous préciser celles qui mériteraient, selon vous, de faire l'objet d'études sérieuses ou de recherches. Merci. Alors, je vous laisse répondre à ces questions rapidement, puisqu'après, j'ai quand même déjà 4 ou 5 collègues qui veulent vous poser eux-mêmes leurs questions. On refait le tour de table. Monsieur Perron, d'abord. Merci. Alors, pour les recommandations de l'ILAS, cette société américaine qui existe depuis longtemps, qui est composée de médecins qui soignent des maladies de Lyme chroniques, effectivement, ce n'est pas des recommandations d'une très grande qualité scientifique, puisqu'ils n'ont pas eu d'argent pour faire la recherche, mais ce sont des gens qui ont sauvé des centaines de milliers de gens aux États-Unis et qui sont les seules recommandations qui étaient officielles aux États-Unis encore récemment, parce que Trump a retiré le National Guidelines Clearinghouse, qui était le site où étaient hébergées toutes les recommandations, même sur le diabète, l'arthrose et toutes les maladies, pour des raisons budgétaires. Donc ça a été supprimé récemment, ça n'a rien à voir avec Lyme, mais les recommandations de la Société américaine de maladies infectieuses sur laquelle s'appuient mes collègues n'ont plus cours aux États-Unis, et c'est celles de l'ILADS qui ont cours. Sur le risque de l'antibiothérapie prolongée, ça a été évoqué tout à l'heure en disant qu'effectivement, mettre des cathéters, ça des petits tubes en plastique qui remontent jusqu'au cœur dans les veines pour donner des antibiotiques au long cours pendant des mois, ça n'a strictement aucun sens dans la maladie de Lyme. Je le fais pratiquement jamais, sauf exception. Malheureusement, il y a quelques médecins qui ont des pratiques un peu bizarres, qui ont fait ça dans le monde, y compris en France. Il y a eu des morts, mais ces morts, il y en a eu 12 en 20 ans. C'est vraiment... C'est n'importe quoi de dire que l'antibiotique tue les Lyme alors que l'antibiotique a sauvé des millions de gens. Donc là, c'est de la désinformation, mais qui a été relayée par des médias qui voulaient le relayer. Après, pour l'esprit de la... Parce que, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de traitements qu'on fait ne sont pas validés aujourd'hui. Et c'était l'esprit des centres de référence et des recommandations de la Haute Autorité de Santé. C'est-à-dire qu'un médecin généraliste fait un mois de traitement d'épreuve pour voir si ça marche. Et après, il a le droit de traiter plus longtemps, il a le droit d'associer d'autres molécules en collaborant avec un centre de référence. Et après, tout ça doit être enregistré sur des bases de données, ce qui était écrit recherche dans le texte de l'HS, mais recherche au sens de l'HS, ce n'était pas recherche pure et dure, faire une étude randomisée, double aveugle, c'était de suivre des cohortes de patients. Et pour répondre à la médecine basée sur les preuves tout à l'heure, moi je suis un ardent défenseur de la médecine basée sur les preuves. On a oublié ce qu'ont dit les Canadiens qui ont créé cette logique il y a assez longtemps. La médecine basée sur les preuves, c'est un trépied. C'est les données publiées dans les grands journaux scientifiques. 2, c'est l'expérience du médecin. 3, c'est l'avis du malade quand on lui expose toutes ces données. Et c'est clairement écrit par Sackett, qui a décrit la médecine basée sur les preuves il y a très longtemps. Dans plein de domaines de la médecine, les données scientifiques publiées ne sont pas bonnes ou sont insuffisantes pour des raisons diverses et variées, y compris dans les maladies rares, par exemple. Donc, l'expérience du médecin est irremplaçable et l'avis du malade est irremplaçable. Or là, on a mis à la poubelle ce qui est l'essence même de la médecine basée sur les preuves, en ne la réduisant qu'à des publications scientifiques qui, dans le Lyme, ne sont pas très bonnes et très limitées. Après, pour
les co-infections, et puis l'histoire que le Lyme donne toutes les maladies de la Terre, c'est faux. On sait très bien, on en a guéri tous. Il y a quelques cas de sclérose en plaques, quelques cas de sclérose latérale amyotrophique, quelques cas d'autisme qui guérissent complètement ou qui s'améliorent avec les antibiotiques. Parce que la maladie de Lyme peut simuler toutes les maladies. On n'a jamais dit que la maladie de Lyme était la cause de toutes les maladies de la Terre. Donc là aussi, c'est de la désinformation. Les laboratoires vétérinaires, il faut arrêter de leur taper dessus. L'INRA, qui est représentée ici, Muriel Vessier, quand elle a fait ses publications sur la Bartonelle, c'était la technologie vétérinaire appliquée aux humains. D'ailleurs, Muriel Vessier, à l'époque, avait demandé l'aide de Didier Raoult pour confirmer ces résultats qui ont été confirmés chez l'homme. Un singe ou un homme, c'est exactement les mêmes techniques. Il faut, au contraire, alors, je ne comprends pas qu'on attaque les labos vétérinaires, alors que l'OMS dit maintenant il faut faire une seule santé, One Health en anglais. Les humains et les animaux partagent le même environnement, y compris l'environnement microbien. Il faut avoir une politique globale. Donc ça va totalement en contradiction avec les recommandations de l'OMS. Et moi, je demande à ce que les vétérinaires, les entomologistes soient complètement associés à la recherche qui commence un peu avec l'INRA et des projets. Voilà. Et puis, pour ce qui est des recommandations de la SPILF qu'a évoqué Pierre Tadevin, je n'ai jamais eu la notion que le ministère avait chargé la SPILF de faire des recommandations. J'ai plutôt eu des échos inverses. Et la Haute Autorité de Santé, en tout cas dans ce qu'elle a dit récemment dans une réunion avec sa présidente, a dit qu'elle ne validerait pas ces recommandations, qui étaient des recommandations de sociétés savantes non basées sur les preuves, et que je crois que là, il faut arrêter la désinformation. On peut continuer jusqu'au bout de la table, en étant précis mais bref. Tout à fait. Alors, je vais essayer de répondre, parce que tu as abordé déjà pas mal de points, Christian, à 2 points. Par rapport déjà en fait au traitement séquentiel. Le principe du traitement séquentiel, ce qui est quand même un peu, on va dire, atypique dans le cas des maladies infectieuses, moi je ne connaissais pas ça autre que dans le Lyme, c'est que d'après même un microbiologiste qui est le professeur Zhang de l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore, c'est un peu à l'instar de la tuberculose, la Borrelia aurait une croissance lente, d'ailleurs on le sait, puisque la culture met plusieurs semaines à plusieurs mois parfois, sur des milieux spéciaux. Et donc, le principe, c'est de donner un traitement qui va être de 10 jours, 14 jours, voire un peu plus, avec des coupures pour préserver justement le microbiote intestinal. Sauf que le problème de ces traitements, et ça c'est bien aussi le dilemme, c'est que ça n'éradique pas forcément la maladie. Justement, il peut y avoir une persistance prolongée de la maladie si on n'a plus de traitement. Ça, c'est déjà un point pour les traitements séquentiels. Après, par rapport aux molécules autres qu'antibiotiques, effectivement, qui pourraient être développées dans le cadre des centres de référence. Il y a une étude, c'est l'étude de Schartz en 2004, qui montrait que des patients qui avaient un vrai Lyme, avec sérologie positive, avaient été traités par antibiotiques, avaient une persistance quand même des symptômes. Alors je ne sais plus le nombre de patients, mais de tête, je dirais qu'ils étaient peut-être une trentaine. Et après fluconazole, proposé pendant 21 jours, visiblement, il y a eu quasiment du 100% de bonnes réponses au traitement, sans récidive à 1 an. Il y avait un recul d'1 an dans cet article. Donc voilà, ça veut dire que, bien sûr, peut-être, et ça d'ailleurs c'est M. Zhang, le professeur Zhang de Baltimore, nous expliquait qu'effectivement, in vitro, le fluconazole, donc un antifongique, avait une action quand même sur Borrelia. Donc il y a une corrélation sur cette publication, mais également au niveau in vitro. Donc il y a peut-être des choses à creuser de ce côté-là. Mais après, on va dire ça ne cautionne pas forcément l'utilisation de toutes les molécules. Pour Monsieur Le Sens, l'utilisation de 10 antibiotiques ou de 10 traitements en même temps, effectivement, on sait qu'il y a certains praticiens, à tort, le font. On n'est pas du tout en accord avec cette pratique. On fait des choses beaucoup plus simples, c'est plus de la monothérapie, voire de la bithérapie. Et effectivement, tout ça, il faut le corréler par des protocoles, il faut cadrer les choses, on est parfaitement d'accord, il n'y a pas de problème. Et donc juste aussi par rapport à Madame Bonnet, là, je reviens sur l'histoire du fait que quand on est piqué par une tique, effectivement, on a un système immunocompétent, que donc on va se défendre, ce qui est vrai. Et on sait très bien qu'en Alsace, il y a des villages où la séroprévalence est de l'ordre de 20%, avec des patients asymptomatiques, ou sur des études chez l'ONF, chez les forestiers, avec une séroprévalence de 14%, sans symptômes. Mais en fait, on se rend compte, et puis moi j'ai quelques exemples très concrets, que parfois, dans un état de stress, dans un état de burn-out, justement, les personnes vont avoir un système immunitaire qui va être affaibli. Il y a des études qui sont en cours, qui montrent un peu pourquoi le mécanisme
au niveau lymphocytaire, qu'est-ce qui se passe? Et à cette occasion, justement, un peu peut-être à l'instar de certaines pathologies qui peuvent se réactiver, telles que l'herpès, eh bien, parfois, il y a des manifestations de Borrelia qui peuvent ressurgir, alors que la personne était asymptomatique. Et c'est ça qui fait un peu, peut-être, la complexité. Il n'y a pas beaucoup de publications par rapport à ce genre de présentation. Donc voilà, on sait, je pense que vous avez... Il y a M. Gascan qui est passé la semaine dernière. Il nous a bien montré des études chez la souris où, lorsque vous aviez une co-infection entre Borrelia et la grippe, on ne produisait pas en fait les anticorps contre la grippe, tout simplement parce qu'il y avait une atteinte de la Borrelia au niveau des centres germinatifs, au niveau des lymphocytes B. Donc il y a quand même un état d'immunodépression qui peut être induit par la Borrelia. Et pour finir, pour répondre à M. Hansmann, quand je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de publications là, sur le Lyme, non, je parlais des co-infections. C'est surtout au niveau des agents co-infectants tels que la Bartonelle, mais même la Babesia. Il n'y a pas beaucoup, vous avez fait peut-être 1 ou 2 publications par rapport à la Babesia, hein, mais c'était surtout par rapport aux co-infections dont je parlais. Et dernière chose, bien entendu et fort heureusement, il y a des patients qui vont être contaminés par la Borrelia et seulement, peut-être pour des raisons génétiques et peut-être pour des raisons de souche et pour d'autres raisons, vont présenter un syndrome persistant après la piqûre de tique. Mais ça correspond à peu près au fameux PTLDS, justement au syndrome post-Lyme. Ce n'est pas tous les patients. Donc quand même 80% des patients dans le monde vont avoir une bonne réponse immunologique après un traitement antibiotique court. Mais il y a à peu près 20% des patients qui ne rentrent pas dans ces critères. Merci, on continue. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, parce que je pense que certains collègues ne vous entendent pas. D'accord. Je vais essayer de parler fort et d'être bref. Donc pour ce qui est de la question de savoir si les recommandations de l'ILADS dont vous avez parlé s'appliquent effectivement, les États-Unis sont exactement dans la même situation que nous, c'est-à-dire qu'ils avaient des recommandations en 2006 qui, avec la polémique, ont été finalement retirées, et leurs recommandations actuelles sont sous presse. Donc il y aura des recommandations 2019 faites par les sociétés de maladies infectieuses et les sociétés partenaires. Pour ce qui est du Lyme chronique, je crois qu'il ne faut pas être dogmatique. On n'a actuellement pas de démonstration. Il y a quelques petites publications, mais pas très, très sérieuses. Et si vous demandez à la plupart des scientifiques dans le monde, ils vous diront qu'on n'a pas de preuve de l'existence du Lyme chronique. Mais puisque ce qui nous intéresse, c'est la partie thérapeutique et c'est d'améliorer les patients, il y a eu des essais de très grande qualité qui ont été faits pour regarder est-ce que ça apporte un bénéfice aux patients de prendre 3 mois de différents antibiotiques avec les hypothèses de la crypto-infection, des choses qui agiraient sur des bactéries en phase de dormance. Et ces études dont on parlait tout à l'heure, avec plusieurs centaines de patients très bien évalués sur plein de critères différents, la qualité de vie, la douleur, l'activité, qui montrent qu'il n'y a pas d'intérêt à reprendre 3 mois d'antibiotiques chez ces patients qui présentent des symptômes après un premier traitement. Et c'est ces études qui ont forcé la décision dans tous les pays voisins, c'est ceux dont je vous parlais tout à l'heure, mais également aux États-Unis, et également en Allemagne, parce que vous avez peut-être entendu dire que les gens vont se faire soigner en Allemagne. Quand ils vont se faire soigner en Allemagne, c'est dans des cliniques parallèles, privées, mais les recommandations allemandes disent la même chose que nous. Pour ce qui est du risque de la consommation massive d'antibiotiques, et on voit vraiment des ordonnances avec 6 ou 7 antibiotiques sur l'ordonnance pris pendant plusieurs mois, j'en ai avec moi si vous voulez que je vous montre ça. C'est une des catastrophes annoncées des années à venir, c'est l'émergence des résistances, ce sera l'impossibilité de traiter les otites des enfants, les infections urinaires des femmes jeunes, etc., parce qu'on aura utilisé les antibiotiques n'importe comment. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup pour que les traitements proposés, et pourquoi pas séquentiels ou tout ce que vous voulez, mais soient bien évalués pour qu'on soit sûr qu'on apporte des bénéfices, sachant qu'on est sûr d'apporter des risques. Toujours dans le domaine de la recherche, puisque vous nous avez demandé ce qu'on voyait comme plus important en recherche, je crois que c'est vraiment le suivi de ces patients qui sont en difficulté, à qui on propose des choses différentes. Vous avez entendu qu'on n'est pas tous d'accord sur la façon de les prendre en charge. C'est l'effort qui a été fait par les collègues de Nancy, que vous avez entendu la semaine dernière, ou de Besançon, en suivant des cohortes et en regardant qu'est-ce qui fait le plus de bien aux patients en termes de prise en charge. Et c'est ça qu'il faut continuer. Mais le patient type qu'on voit actuellement dans ces consultations-là, c'est les patients qui ont des tests négatifs, qui ont des symptômes qu'on peut rencontrer dans des tas de maladies. Ils sont fatigués, ils ont des douleurs, ils n'ont pas le moral, et qui n'ont pas répondu au traitement de la maladie de Lyme. Donc en général, ce n'est pas des maladies de Lyme. Pas tout le temps, au milieu de ça, il y a des maladies de Lyme qu'on traite, mais en général, ce n'est pas ça.
Pour ce qui est des tests vétérinaires, vous allez entendre la NSM, je crois, qui est vraiment l'autorité là-dessus, donc vous pourrez leur poser la question. Moi, je ne suis pas biologiste, mais je crois que faut qu'on ne tape pas sur les labos vétérinaires, mais il faut que les tests qu'on prescrit aux patients soient des tests pour lesquels on a la certitude que les résultats sont fiables. Et c'est ça qu'on critique. Pour ce qui est du fait de ne pas être au courant qu'on a été mandaté pour faire ces recommandations, j'ai amené la lettre du DGS qui date du mois de septembre, donc ça, ce n'est pas de la désinformation, c'est de l'information. Et dernier point, vous avez, Christian Perron a encore dit les recos-SPIF, j'insiste à nouveau là-dessus, c'est les recos des sociétés françaises de dermato, de rhumato, de neuro, de médecine interne, de médecine générale, de microbio, de pédiatrie, etc. Donc en disant qu'on fait n'importe quoi, c'est autant dire que toute la médecine française ne sait pas travailler. Et c'est la même chose que les Belges, que les Suisses, que les Anglais, que les Allemands, que les Américains. C'est la science versus d'autres opinions. On a le droit d'avoir d'autres opinions, mais il faut les démontrer. Donc, bien sûr, n'étant pas médecin, moi, je n'ai pas de compétences pour répondre à vos questions, mais je vais juste me permettre quelques précisions par rapport à ce que vous avez mentionné, notamment au niveau des travaux de recherche de l'INRA. À savoir que le travail qui a été réalisé sur les Bartonella ne concerne pas du diagnostic qui a été fait dans un laboratoire vétérinaire diagnostique. Ce sont des travaux qui ont été faits dans un laboratoire de recherche qui est différent et effectivement en collaboration avec la faculté de médecine de Marseille. Et en ce qui concerne les travaux de l'INRA sur les pourcentages que vous avez mentionnés d'organismes inconnus qui ont été découverts dans les tiques, qu'il s'agisse de virus, de parasites ou de bactéries, que je connais très bien puisque j'ai géré le côté parasite de la chose, il y a quelque chose auquel il faut faire attention et ne pas faire la confusion entre le fait de découvrir des morceaux de génome, c'est-à-dire des petits morceaux d'ADN qui sont inconnus, et des organismes qui sont inconnus. La première chose, c'est que quand on détecte un organisme dans une tique, ça ne sous-entend pas forcément que la tique va être capable de transmettre cet organisme. Ça, c'est une chose. Et d'autre chose, les petits morceaux d'ADN qui ont été détectés peuvent potentiellement appartenir au même organisme. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes pourcentages. Et malheureusement, pour beaucoup de ces organismes, on ne connaît pas le génome. Donc, on ne connaît pas la séquence d'ADN. Donc, forcément, on tombe sur des choses que l'on appelle inconnues. Mais potentiellement, c'est juste parce que cette partie du génome n'a pas été séquencée qu'on ne la connaît pas. Donc ces chiffres sont quand même à relativiser. Et en ce qui concerne l'étude que je mentionnais de 40% de chance, entre guillemets, bien sûr, de contracter une maladie de Lyme suite à une piqûre de tique infectée qui finit son gorgement, il va de soi que ces 14% prennent en compte, d'une part, la réponse du système immunitaire et aussi le pourcentage de transmission de la tique à l'individu qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas de 100%. Donc ce mélange-là fait qu'on a les travaux qui ont été publiés affichent un chiffre de 14%. Le premier point, donc, c'était sur l'histoire de l'IADS, donc qui ont publié des recommandations. Moi, je les ai lues. Honnêtement, je pense que je lis l'anglais couramment. Elles sont quand même difficilement compréhensibles. Alors, ce qu'on peut en retirer, d'abord, ils ont demandé l'avis des patients, ce qui est quand même bien. Et alors, les patients, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont quand même très inquiets des traitements prolongés. Et alors, les médecins leur répondent, oui, mais il y a plus d'avantages à prendre des traitements prolongés que de ne pas en prendre du tout. Et finalement, la seule chose qui ressort de ces recommandations, ça apparaît dans une phrase à la fin, c'est de dire, bon voilà, vous commencez par une antibiothérapie assez prolongée, mais ça, c'est un point de départ. Et puis après, ça dépend de votre expérience. Et après, vous prescrivez ce que vous voulez, des antibiothérapies, éventuellement séquentielles, de façon très prolongée. Et puis, la durée, ça dépend de la réponse du patient. Bon, moi, j'appelle pas ça un protocole thérapeutique. Voilà, pour être tout à fait clair. En plus, ce n'est pas une association qui manque d'argent. Honnêtement, ils organisent des congrès. La première chose qu'on vous demande quand vous arrivez sur le site, c'est de cotiser. Enfin, je ne pense pas qu'il manque spécialement d'argent. D'ailleurs, je pense qu'ils pourraient organiser des études aussi. Ce serait pas mal pour alimenter la discussion. Le deuxième point, peut-être, c'est qui prescrit là, justement ces antibiothérapies séquentielles de longue durée. Parce qu'il faut quand même qu'on parle des Lyme doctors, qui sont quand même des médecins généralistes. Alors, j'ai été voir un petit peu parmi les signataires de la pétition de Nouvel Observateur, qui étaient les médecins généralistes qui avaient signé. Alors, en fait, ce sont la plupart du temps des homéopathes, vraiment à 80%, qui ont dans leur cabinet, là aussi on est allé voir, un certificat qui les autorise à prescrire les examens et les traitements prolongés de la maladie de Lyme, avec la signature de Christian Perron, avec la signature de M. Montagnier. Et c'est... Oui, non, mais c'est comme ça. Je suis désolé, mais oui, bien sûr, mais c'est un cas, je ne suis pas certain, parce qu'on en a tous dans nos villes. Et
Et là, manifestement, il y a des dérives. Il y a manifestement des dérives dans les antibiothérapies qui sont données pour toutes sortes de pathologies. C'est du mésusage de traitement. Et le mésusage d'antibiotiques, bien sûr, ça conduit à l'antibiorésistance. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de la maladie de Lyme pour le problème de l'antibiorésistance. Je pense qu'on va se débrouiller très bien tout seul pour en avoir. Mais ça pose quand même des problèmes, et notamment des problèmes de sécurité. Et donc, il faut que ce soit encadré. Des traitements par voie veineuse, malheureusement, il y en a. Et il faut les condamner. C'est pas recommandé et c'est dangereux pour les patients. Voilà, c'est les remarques que j'avais à faire. Voilà, donc moi je voulais juste revenir un petit peu sur ce qui a été dit. Et je crois qu'on a ici un exemple tout à fait typique de ce que j'ai souligné tout à l'heure, à savoir qu'on vous apporte des informations qui sont assez éloignées de ce qu'on appelle la démarche scientifique. C'est-à-dire qu'on se base sur un certain nombre d'hypothèses, de théories qui sont souvent très intéressantes sur le plan des mécanismes, qui méritent effectivement qu'on s'y attache, mais on en tire des déductions qu'on ne peut pas tirer puisqu'il n'y a pas d'études publiées qui permettent de valider ça. Et je pense que ce raccourci, ces déductions, voire ces raisonnements paralogiques, sont vraiment évités. Et là, on a eu un exemple tout à fait typique. On compare par rapport à la grippe, par rapport à la tuberculose. Je suis désolé, cette comparaison, elle est très éloignée de ce qui se passe sur la maladie de Lyme, où on n'en sait rien. Et scientifiquement, rigoureusement, on ne peut pas établir des déductions sérieuses à partir de ce genre de comparaison. Donc, je pense que c'est important. Et pour répondre à votre question par rapport effectivement sur la présence des bactéries de façon prolongée après les traitements, c'est vrai qu'il y a eu des études qui ont été faites. Ces études montrent que c'est absolument exceptionnel de retrouver des Borrelia après un traitement, que dans la majorité des cas, ces Borrelia disparaissent après le traitement. Il y a des cas où des Borrelia ont été trouvés, mais premièrement, il y a peu de comparaisons possibles entre l'homme et le singe. Ce sont des choses différentes. Et dans les études sur le singe, on ne sait pas du tout si ces Borrelia, premièrement, elles n'étaient pas vivantes, contrairement à ce qui a été dit. Deuxièmement, on ne sait pas si elles ont provoqué des symptômes particuliers chez le singe. Ce n'est pas précisé dans la publication. De même, chez l'homme, on ne sait pas si les Borrelia qui ont été trouvés ont été mis en lien, s'il y a un lien de cause à effet entre la présence de cette Borrelia et des symptômes cliniques. Donc c'est ce genre d'interrogations qui sont vraiment très importantes à connaître et pour lesquelles on ne peut pas faire d'interprétation avec les données qui sont actuellement publiées. Je pense que c'est un point qui est très intéressant. Et quant au biofilm, effectivement, ça a été montré, mais dans une condition très particulière, qui est ce qu'on appelle une condition in vitro, c'est-à-dire pas chez les patients, mais au laboratoire. Et ce fait est très fréquent dans beaucoup de bactéries qui se comportent dans le laboratoire parce qu'elles sont dans des conditions différentes de culture que dans un être vivant. Elles se comportent différemment et elles peuvent effectivement se développer dans le biofilm, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une implication clinique pour les patients. Là encore, on est dans l'interprétation, toujours et encore, de données scientifiques qui se basent sur des observations qui sont intéressantes, mais sur lesquelles on ne peut pas faire de déduction. Donc je pense que là, vous avez suivi quelque chose qui est tout à fait clair et particulier. Un petit point également sur ce qui a été dit, et je pense que ça rend les choses confuses de faire toutes ces interprétations-là. Par exemple, on a évoqué le post-Lyme disease syndrome, le SPPT. Je pense que ce sont deux affections qui sont difficilement définies. On ne sait pas qu'est-ce qui est SPPT, qu'est-ce qui est PTLDS. On ne s'en sort pas trop dans les définitions, en particulier celles qui sont données dans l'HAS. Donc tout ça amène à une confusion qui est, je pense, délétère au débat et à la réflexion sereine qui devrait être le cas. Puis juste dernière petite remarque, ça ne répond pas à la question, mais quant aux co-infections, on a publié bien plus de une ou deux, et ça montre bien que finalement l'analyse de la littérature ne doit pas être faite en cherchant spécifiquement les articles qui vont conforter une idée qu'on a. Il faut faire une analyse de la littérature large. En ce qui concerne des activités à Strasbourg, nous avons publié effectivement sur Babesia, nous avons publié également sur anaplasma, qui est une autre pathologie transmise par l'éthique, sur les encéphalitatiques, sur Borrelia et également sur Bartonella. Donc je pense que réduire les publications à ce qui nous intéresse uniquement est la meilleure façon de se tromper. Je parlais que pour Babesia, pour les deux articles, pas pour les autres co-infections. Oui, comme ça c'est clair au moins pour tout le monde. Merci. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur Daudigny d'abord. Merci Monsieur le Président. 4 questions précises. La première, donc la FDA, alors je prononce à la française américaine, vient d'autoriser la poursuite des tests cliniques de phase 2 d'un vaccin mis au point par Valneva, donc société franco-autrichienne. Pensez-vous que la mise au point d'un vaccin
contre Lyme constitue une piste sérieuse. Deuxième question, l'industrie pharmaceutique s'intéresse-t-elle au problème de Lyme? Connaissez-vous des laboratoires pharmaceutiques qui font de la recherche sur le traitement de Lyme, ou tout le monde reste-t-il convaincu que les solutions antibiotiques actuelles suffisent? Troisième question, donc précise également, les médecins qui proposent une prise en charge qui s'écarte du consensus de 2006 ou de la recommandation de la HAS, notamment donc en termes de durée d'antibiothérapie, vous avez évoqué ces sujets, s'expose-t-il à des risques de poursuite ou de radiation de l'ordre? Enfin, dernière question. En cas de reconnaissance de forme chronique ou persistante de la maladie de Lyme, faut-il, selon vous, envisager une reconnaissance en affection longue durée par l'assurance maladie? Confirmez-vous qu'une maladie de Lyme non diagnostiquée ou incorrectement prise en charge dans les 6 premiers mois peut provoquer des incapacités à long terme? Je vous remercie. Merci. Monsieur Amiel. Oui, devant un patient qui présente des signes cliniques très, très polymorphes, comme il a été décrit, et chez qui il n'y a pas la notion de piqûre de tique, arrive-t-il assez souvent de remonter à ce diagnostic, sachant que ces tableaux cliniques polymorphes, on peut les retrouver dans d'autres pathologies non forcément identifiées. Je pense à la fibromyalgie, par exemple. Deuxième question, y a-t-il des lésions spécifiques, non plus de recherche sérologique, mais en anapathe? Est-ce qu'on a découvert en particulier au niveau rhumatologique par des prélèvements de synovial des granulomes ou des lésions qui pourraient paraître caractéristiques? Et si on fait le parallèle avec une autre maladie qui évolue en plusieurs phases, même si on ne la voit plus beaucoup, je pense à la syphilis, est-ce qu'on peut faire des rapprochements? En plus, ce sont 2 spirochètes, si je ne me trompe, voilà. Est-ce qu'on peut faire des rapprochements entre, mettons, syphilis tertiaire et phase tardive SPPT telle que vous l'avez décrite? Et dernier point, y a-t-il eu des études sur les dégâts, excusez-moi, la question n'est pas provocatrice, faits par des traitements un peu abusifs portés par certains Lyme doctors? Merci. Madame Gréaume. Merci. Alors tout d'abord, merci pour toutes ces explications et surtout de votre franchise, parce qu'on a bien compris que c'est quand même un dossier bien compliqué. Il est vrai qu'il semble très difficile de diagnostiquer la borréliose de Lyme et du syndrome persistant polymorphe après piqûre de tique, d'autant plus que les avis des spécialistes divergent sur les diagnostics et les traitements, que la détresse des patients est importante et peut amener malheureusement jusqu'au suicide. Pour éviter les errances de ces patients, que pourriez-vous leur recommander, sachant que la Haute Autorité de Santé soutient la création des centres spécialisés pour éviter justement l'errance et permettre une prise en charge personnalisée avec des équipes expérimentées? Qu'en est-il de ces centres spécialisés? Semble-t-il pertinent pour vous? Merci. Madame Imbert. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs petites questions. Donc, on a beaucoup parlé des traitements antibiotiques ce matin. Est-ce que ceux qui sont préconisés ont-ils la même efficacité contre toutes les souches responsables de la borréliose, y compris contre les souches autres que la Borrelia burgdorferi? Alors, on a également beaucoup parlé de la durée des traitements avec les antibiotiques, les traitements de 3 semaines. Pour un patient, il y avait une amélioration, puis ensuite, vous pouviez constater une rechute. L'un d'entre vous a dit que 80% des patients avaient une bonne réponse néanmoins aux antibiotiques. Existe-t-il néanmoins une littérature scientifique et médicale solide qui plaide pour des traitements antibiotiques courts et confirme l'absence de la chronicité de la maladie de Lyme? Les centres dédiés à Lyme proposant des consultations pluridisciplinaires se multiplient. Il en existe au moins 3 dans la région Grand Est et un vient de s'ouvrir au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Quel est votre regard? Quel bilan faites-vous de ces initiatives et quel est votre sentiment sur l'opportunité de généraliser les centres pluridisciplinaires de prise en charge de la maladie de Lyme sur le territoire, si tant est que les patients soient bien atteints de la maladie de Lyme?
Est-ce que la maladie de Lyme est plus patient-dépendante que d'autres maladies provoquées par d'autres agents pathogènes? Et enfin, l'un d'entre vous a évoqué l'intérêt du fluconazole. Est-ce qu'aujourd'hui, la HAS réfléchit à modifier ses recommandations intégrant le fluconazole dans ses recommandations de première intention? Je vous remercie. Je vous laisse répondre. Oui, mais chacun à votre tour. Alors, sur le retour de l'industrie pharmaceutique, c'est quelque chose de très positif parce que maintenant le gouvernement américain a tapé du poing sur la table en mettant de côté la Société américaine de maladies infectieuses, puisque ces recommandations n'étaient pas basées sur les preuves, c'était dit par des articles d'experts indépendants, par la justice aux États-Unis. Et l'industrie pharmaceutique revient à fond. Le gouvernement américain a mis 300 millions de dollars sur la table, c'est la première année depuis 30 ans. Je sais que Abbott aux États-Unis, d'autres labos maintenant veulent développer des nouveaux tests diagnostiques. Donc ça y est, le Lyme, c'était le truc tabou, personne ne pouvait s'y intéresser, ça revient, donc c'est très encourageant. Pour les antibiotiques, je suis plus pessimiste parce qu'il n'y a plus de nouveaux antibiotiques malheureusement, donc il n'y a pas encore beaucoup de recherches. Les poursuites contre les médecins généralistes restent quand même assez rares quand on voit le nombre de médecins généralistes, mais elles existent toujours. Et ça, c'est... Alors, c'est vrai que quelquefois, il y a des médecins un peu déviants qui font des pratiques et mettent plein d'antibiotiques sur l'ordonnance. J'en connais. Je condamne tout à fait ça. Mais la majorité sont des médecins excellents et c'est pas normal qu'ils continuent à être dénoncés comme ça, traînés dans la boue, alors qu'ils ont sauvé des tas de gens. J'ai connu ces médecins qui avaient guéri des gens paralysés, qui étaient en hôpital psychiatrique. Il y a des milliers de témoignages en France et chaque fois arrêtés. Pour l'ALD, ça a été évoqué lors des discussions à l'Haute Autorité de Santé. C'est une discussion avec la Sécurité sociale. Je pense que c'est justifié pour les formes les plus graves, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de formes bénignes de maladies de Lyme. Je suis d'accord, il y a des gens qui guérissent tout seuls, des gens qui guérissent après 3 semaines d'antibiotiques, on en connaît tous. Mais les formes sévères, oui. Les incapacités à long terme, elles sont énormes. C'est des gens qui, pendant 20 ans, ont perdu tout leur boulot, ont coûté une fortune à la Sécu. Et quand ils sont guéris, ils retournent au boulot, ils sont guéris. Ça, c'est la meilleure preuve. Il y avait une question sur les piqûres de tiques. On n'a plus le droit de dire qu'il faut absolument avoir été piqué par une tique, par une maladie à tique. C'est complètement prouvé dans les publications scientifiques. 3 fois sur 4, quelqu'un qui a une maladie à tique prouvée, même avec la sérologie officielle de la maladie de Lyme, n'a pas le souvenir de la piqûre de tique parce que les nymphes ou les larves qui font 2-3 mm sont contaminantes. Si elles vous piquent dans les cheveux, dans le dos, dans un pli, vous ne les voyez pas et vous contaminent. Sur la syphilis, bien entendu, il y a un rapprochement très important. On l'appelle le Lyme maintenant la grande simulatrice, comme on appelait la syphilis. Moi, quand j'étais interne, au début de mon clinica, tout entrant à l'hôpital qui avait un corps au pied, n'importe quoi, avait un test syphilitique parce que ça touchait encore à l'époque toute la population. Maintenant, c'est fini, c'est plus sur des groupes un petit peu à risque. Mais la différence avec le Lyme, c'est que le test était fiable et que ça guérissait vraiment avec des traitements courts. On a voulu faire le rapprochement, mais là, ça diverge. Les dégâts des traitements abusifs, j'en ai jamais vu, sauf ces histoires de douzaines de morts en 20 ans dans le monde entier pour des voies veineuses centrales que personnellement je condamne, donc je suis très à l'aise avec ça. Sur les centres de référence et sur toutes ces consultations multidisciplinaires qui fleurissent en France, pour les malades, c'est un vrai scandale ces consultations parce qu'ils se font jeter. Il faut que vous demandiez aux associations de malades, c'est pas possible. Soit on leur dit vous n'avez pas Lyme, vous êtes fou, allez en psychiatrie, vous avez un autre diagnostic. Soit si on accepte que ce soit Lyme, on les traite 3 semaines et on dit vous êtes guéris alors qu'ils sont très malades et on les récupère tous ces malades. Et ça c'est vraiment terrible. On n'a pas le droit de continuer comme ça. L'absence de chronicité, qui n'y a aucune donnée, mais il y a plein de données. J'ai 14 références sur la persistance de la bactérie publiées dans des bonnes revues, dans la littérature scientifique. Il faut arrêter de dire que ça n'existe pas. Voilà. Et puis pour les histoires comme le fluconazole, c'est anecdotique. La Haute Autorité de Santé, qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que ça repose sur des petites publications, sur des petites séries. On ne peut pas dire que ça marche chez tout le monde. Il faut faire des études sérieuses. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans l'esprit de la Haute Autorité de Santé, même si certains essayent de le dévoyer, un centre de référence doit enregistrer tout ce que font les médecins pour pouvoir l'évaluer. Au bout de 6 mois, 1 an, voir si les malades sont guéris, sont toujours malades. Et c'est ça qui est important. Moi, je suis dans une démarche d'analyse scientifique et rationnelle. Alors, je vais aller un peu plus vite.
Donc, au niveau de la vaccination, je n'ai pas grand-chose à dire. Après, il semblerait comme que ce vaccin, la Valneva, semble prometteur, mais on attend de voir la suite, en sachant que, bien sûr, ça ne vaccinera que pour la Borrelia, donc on ne sera pas protégé pour d'autres maladies vectorielles. Ensuite, je vais directement en fait sur l'ALD. Pour l'ALD, en fait, je suis allé à la CNAM justement début mars pour voir en fait en termes de modalités, au vu des recommandations de la Haute Autorité de Santé, pourquoi en fait il y avait certains protocoles qui étaient acceptés et d'autres refusés. De façon très logique, en fait, on est sur du hors-liste, et donc il y a vraiment un certain nombre de critères qui doivent être requis. Et si les critères y sont, il n'y a pas de problème. Normalement, le médecin conseil doit accepter l'ALD. Par contre, et c'est très logique, en fonction de l'évolution du patient, l'ALD peut être remise en question au bout d'un certain délai. Ça, c'est pour l'ALD. Ensuite, par rapport à l'histologie, donc effectivement, bien sûr, au CNR de Strasbourg, surtout y compris sur des fois des lésions typiques comme le lymphocytome, lorsque on a un doute après une évolution non favorable sous traitement antibiotique, on peut être amené à faire des prélèvements. On fait des prélèvements sur les biopsies synoviales notamment. Tout ça, c'est vrai qu'en général, il y a une histologie qui est typique, voire compatible, et donc ça peut permettre d'asseoir le diagnostic. Donc ça c'est pas trop un problème. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait de nouveautés faites de ce côté-là. Par rapport aux dégâts des antibiotiques, Christian Tu en a parlé. Et ce qui est aussi intéressant, c'est par rapport aux souches de Borrelia. Effectivement, on a découvert, en tout cas aux États-Unis, en France, on sait que chez la tique, il y a présence de Borrelia miyamotoi. Par contre, je sais qu'il y a une étude de Strasbourg là, qui a été publiée, présentée en fait à la RICA il n'y a pas très longtemps, qui montre quand même que Borrelia miyamotoi, qui est une souche non pas de maladie de Lyme, mais qui est plutôt classée dans les fièvres récurrentes. Ceci dit, justement, au vu du tableau clinique qu'on a pu voir avec les différentes publications internationales, il semblerait que cette Borrelia se classe un petit peu à part. Et donc peut-être que tout n'est pas une histoire de Lyme, justement, mais il y a peut-être des souches un peu particulières qui pourraient donner un tableau particulier. Et ça, c'est clair, c'est intéressant. Voilà, et j'en ai fini. Je vais essayer d'être rapide aussi. Alors pour le vaccin, il y a eu un vaccin anti-Lyme qui a été commercialisé il y a quelques années et qui a été retiré de la circulation parce qu'ils avaient des problèmes d'effets indésirables. Donc c'est comme pour tout, je pense qu'il faudra bien étudier les avantages et les inconvénients de ce genre d'intervention et les appliquer aux populations les plus à risque. Mais le vaccin qui a été commercialisé aux États-Unis, même dans les comtés les plus touchés par la maladie de Lyme, finalement, il n'avait pas gagné ce rapport bénéfice-risque. Sur l'antibiothérapie prolongée, je crois qu'on peut redire ce qu'on a déjà dit, c'est qu'il faut des repères, il faut que les gens qui les prescrivent à partir d'études qui ont montré que ça fonctionnait bien, et c'est ça qui nous manque actuellement. Pour l'instant, tout ce qui a été fait avec les antibiotiques prolongés montre que ça ne fonctionne pas. Pour l'ALD, comme son nom l'indique, il faut que ce soit des affections de longue durée, donc on rebondit un peu sur le débat sur la maladie de Lyme chronique, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, quand ils ont été traités trop tard, notamment pour des formes neurologiques, peuvent avoir des symptômes pendant vraiment longtemps, des séquelles liées au retard thérapeutique. Et dans ces cas-là, ce ne serait pas aberrant de prévoir des indemnisations, des compensations ou des aménagements des postes de travail. Mais c'est quand même la rareté. Normalement, si on fait le diagnostic et si on traite, les gens guérissent ad integrum. Et il y a énormément d'études là-dessus, notamment une étude qui a été faite au niveau national au Danemark, où ils avaient suivi plusieurs centaines de patients, qui montrent que les gens finissent par récupérer. C'est d'autant plus long qu'ils ont été traités tard. Pour ce qui est des signes polymorphes, avec ou sans piqûre de tique, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Christian Perron. C'est vrai qu'assez souvent, les patients ne se rappellent pas. Donc, il ne faut pas faire de la piqûre de tique un critère obligatoire pour faire des diagnostics de maladie de Lyme. Pour ce qui est des dégâts des traitements alternatifs, alors là, il y a des belles études, par contre, notamment américaines, sur des grosses bases de données où ils ont montré que les gens qui recevaient des traitements alternatifs avaient plus de chances d'être admis aux urgences dans les semaines qui viennent. Alors, ce n'était pas très détaillé comme étude, mais ça montre qu'il y a quand même des pépins en cours de route. Et il y a une autre étude qui est très importante, et je pense qu'on a oublié de la citer, c'est les catastrophes de ces erreurs diagnostiques. Et il y avait une publication il y a quelques années dans le JAMA, c'était 3 patients. Il y en a un qui avait un lymphome, l'autre qui avait une sclérose en plaques, je crois, et je ne sais pas qui avait le 3e. Et dans les 3 cas, ça s'est mal terminé parce que pendant des mois et des années, ils avaient été maintenus dans un circuit médical, les Lyme doctors dont on parlait, qui changeaient les traitements, qui reprenaient les antibiotiques, et les gens s'aggravaient, donc on augmentait les antibiotiques, jusqu'à ce que finalement ils croisent un docteur qui se repose la question du diagnostic initial, mais c'était trop tard. Donc c'est un des effets indésirables de ces traitements très longs, c'est qu'on rate le diagnostic quand ce n'était pas ça.
Le rapprochement avec la syphilis est vraiment majeur et c'est important de rapporter deux choses. Avec la syphilis comme avec la leptospirose, qui sont les deux autres bactéries assez proches qu'on peut rencontrer en France, c'est que toutes les deux sont des bactéries qui ne sélectionnent pas de résistance. La pénicilline est aussi efficace en 2019 que c'était en 1940. Et deuxièmement, si c'est bien traité, les bactéries meurent. Donc il n'y a pas de forme chronique de la syphilis si elle est bien traitée, de même qu'il n'y a pas de forme chronique de la leptospirose si elle est bien traitée. Donc si on fait ce parallèle, on est plutôt rassuré vis-à-vis de la maladie de Lyme. Pour ce qui a été demandé après sur l'intérêt des centres de référence, alors là on est très supportif là-dessus. On pense qu'il faut qu'il y ait des équipes organisées pour mieux prendre en charge la borréliose de Lyme, qu'il ne faut pas que ce soit centré sur les infectiologues, il faut que ce soit avec des spécialités différentes qui ont l'habitude de ces patients et qui permettront de les réorienter vers la neuro, vers la rhumato, vers le centre de traitement de la douleur, vers la médecine interne, etc. Et ça, on pousse beaucoup là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui aidera beaucoup les gens. Et c'est d'ailleurs ce qui a été mis en place par les équipes de Nancy, Besançon, dont vous avez entendu parler la semaine dernière, qui permet, avec une prise en charge bien codifiée et à plusieurs, de rendre service aux patients. Et pour la question de savoir si c'est patient-dépendant, la maladie de Lyme, je pense que toutes les maladies sont patient-dépendants. Et dans les recommandations qu'on a faites, là, on a tout un chapitre qui est consacré justement à la manière d'aborder ces consultations et qui insiste bien sur le fait qu'il faut quasiment passer la première moitié de la consultation à écouter le patient qui raconte ses symptômes, qui raconte son parcours, qui raconte son vécu, ce qui permet après d'avoir une réponse individualisée, adaptée au patient lui-même. Et je vous remercie de votre attention. Moi, je voudrais simplement revenir effectivement sur les centres de référence. Je pense que l'erreur qu'on a fait probablement au départ, c'est de laisser des patients en errance médicale, effectivement, là je suis d'accord, et que les centres de référence, ça peut être l'occasion justement de remettre le patient dans un parcours de soins où il n'est pas vu que par un infectiologue, parce qu'on voit bien que cette histoire de syndrome polymorphe, etc., c'est un peu vieux comme la médecine quand même. Alors peut-être qu'il y en a une partie qui est liée à Lyme, j'en sais rien. Mais la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, c'est quand même des choses dont on entend parler depuis des années et dont les explications sont probablement très multiples. Et donc je pense qu'il faut effectivement plusieurs regards. Il ne faut pas simplement un regard d'infectiologue, il faut un regard d'interniste. Et puis, il n'y a pas que les antibiotiques. Je pense qu'il y a aussi la rééducation fonctionnelle. Il y a aussi... Moi, je n'ai pas peur de dire que ça m'arrive d'orienter des patients vers des médecines douces, de l'acupuncture, etc. Et je pense que ça s'organise en réseau et que ça s'évalue, effectivement. Et que s'il faut évaluer les traitements séquentiels, pourquoi pas? Ça me gêne pas à partir du moment où c'est fait dans le cadre d'une étude sérieusement menée. Bon, je pense qu'il y a déjà eu pas mal de réponses apportées. Je voulais juste effectivement revenir sur 2-3 points. Par rapport aux questions qui sont posées sur les lésions caractéristiques, par exemple à l'histologie, non, il n'y a pas de lésions caractéristiques de la borréliose de Lyme à l'histologie, c'est-à-dire qu'on a des lésions mais qui ne permettent pas à elles seules de porter le diagnostic de maladie de Lyme. Le seul élément qui permet de porter le diagnostic avec certitude, c'est la découverte de Borrelia, donc de l'agent infectieux de cette maladie de Lyme, et c'est donc bien un examen bactériologique. Un petit point aussi sur ce qu'on appelle les Lyme doctors. Christian Perron a utilisé tout à l'heure le terme de persécution. Je trouve que ce terme est choquant. Connotation importante. Je pense que les seuls médecins qui ont fait l'objet de radiation sont des médecins, non pas qui ont prescrit, disons, ou qui ont pris en charge des patients qui avaient des affections chroniques. Je pense que c'est bien et c'est tout à fait à leur honneur de s'intéresser à ces patients-là. Mais c'est des médecins qui ont eu malheureusement des dérives avec des erreurs diagnostiques. En tout cas, dans ce que je connais en Alsace, c'est dans ces conditions-là qu'il y a eu le Conseil de l'ordre qui s'en est mêlé. Quant à l'activité sur les centres de référence, je suis effectivement tout à fait pour pouvoir déterminer un petit peu les meilleurs éléments, les meilleures thérapeutiques à proposer, y compris pour des patients qui ne sont peut-être pas atteints de maladie de Lyme, comme l'a dit Monsieur Le Sens. Dans notre activité, je voulais juste rappeler qu'on a fait une évaluation des patients qu'on voit en consultation. Donc je rappelle qu'en consultation, on voit beaucoup de patients aussi qui sont passés par les Lyme doctors et qui n'ont pas été satisfaits de leurs prestations. L'évaluation qu'on a réalisée, et elle est tout à fait officielle, je tiens à disposition pour ceux qui veulent, il y a plus de 95% des patients qu'on a vus en consultation qui étaient satisfaits de la consultation. Donc les milliers de témoignages, probablement, mais j'ai juste une question. Où sont les publications? Pourquoi ces données ne sont pas partagées? Pour qu'on puisse nous aussi, disons, comprendre quels sont les patients chez qui on retient la maladie de Lyme, en particulier chez les médecins qui se disent spécialistes de cette infection-là. Comment sont-ils traités? Lesquels répondent au traitement? Moi, je ne comprends toujours pas s'ils guérissent ou s'ils ne guérissent pas.
S'ils guérissent, pourquoi ces patients reviennent régulièrement et ne se sentent pas bien? Il y a plein de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse, alors qu'il y a des gens qui nous disent qu'ils voient des milliers de patients et je ne vois pas les publications qui simplement, disons, décriraient l'état des choses et c'est bien dommage. Merci. Je veux dire que moi j'ai publié sur 100 malades, on a publié, pour faire des grosses études randomisées, c'est plus d'1 million d'euros. Et là, il y a 0 sponsor public ou pharmaceutique qui a sponsorisé ce genre d'études. Moi, je suis prêt à les faire quand vous voulez, mais j'ai besoin de l'argent pour prouver. Voilà, c'est tout. Alors, on a également fait des évaluations qui ne coûtent rien du tout quand on met des étudiants en thèse dessus, premièrement. La publication dont vous parlez, 2009, Clarissou, je la connais extrêmement bien, publiée dans Médecine Maladies Infectieuses. Je disais qu'il faut revenir à la source. Je vous invite tous à lire cette publication avec attention, en particulier sur les 80% de réponses. Regardez en particulier sur les signes neurologiques et articulaires s'il y a vraiment 80% de réponses ou pas. Bien, mesdames, messieurs, merci. Je pense qu'on arrivera peut-être à se faire une idée sur tout ça par la suite. En tout cas, merci de vous être déplacés, merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir essayé de nous éclairer. Bonne journée à tous.